Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers, des plus discrets aux plus fascinants. La semaine dernière, on a parlé du premier souffle. Cette semaine, on parle du dernier. Samuel est conseiller funéraire et maître de cérémonie. Son métier, c'est d'accompagner les familles dans les heures les plus lourdes. Organiser certes, mais surtout écouter, accompagner et être là. Il parle du deuil, d'humanité et de ce que ce métier dit de notre rapport collectif à la mort. Voici ce que c'est être conseiller funéraire. Bonjour, je m'appelle Olivier Samuel Pomarganès, il y a tout. Il y a beaucoup de noms et de prénoms. Je suis donc conseiller funéraire et maître de cérémonie depuis bientôt 2 ans au sein de PFG. J'ai l'agence PFG Pantin. Voilà. Racontez-nous votre parcours. Comment est-ce que vous êtes devenu maître de cérémonie ? Alors mon parcours, il s'inscrit déjà dans ma ligne de vie puisque souvent les gens qui viennent aux funéraires, c'est rarement par hasard. Je pense qu'on vient tous pour des choses différentes. Moi, c'est vrai que j'avais enterré déjà mon père il y a 10 ans, et je me suis dit, hop, la cérémonie était pas top. Ça a été rebelote avec mes grands-parents, donc c'est souvent on se dit waouh, c'est pas bien fait. Bon, après j'ai aussi d'un point de vue, on va dire peut-être culturel, grandi avec Six Feet Under, la série justement sur la famille de Croque-Mort, comme on aime dire Croque-Mort, voilà, cette appellation à l'ancienne. Mais voilà, et donc je pense qu'il y a pas une fascination de la mort. Moi, j'ai jamais eu cette fascination, mais j'ai vraiment une fascination du métier en lui-même. Parce qu'en fait, voilà, moi à la base, j'ai été pendant très longtemps instructeur de yoga. Je suis toujours d'ailleurs à côté en plus. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de l'accompagnement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de faire de l'accompagnement des familles. À un moment où les gens sont vulnérables. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est-à-dire de pouvoir être dans une forme de bienveillance, d'écoute, de considération à l'autre, à un moment où il en a vraiment besoin. Et voilà. Et aussi, bien sûr, c'est pour les vivants, mais aussi pour les défunts, rendre hommage aux personnes, et essayer de leur faire des cérémonies qui ressemblent à ce qu'ils sont, et d'honorer ces gens-là au maximum, le mieux possible. Voilà. Concrètement, quel est le rôle d'un maître de cérémonie lors des obsèques ? Alors, le maître de cérémonie, lui, il va... ce que je dis souvent, c'est un peu un metteur en scène. Parce que, alors, c'est marrant, le funéraire, on dit, bon, voilà, c'est le monde de la mort, mais en fait, c'est extrêmement vivant. Et c'est ce que je dis souvent, quelque part, sans vouloir inférioriser la chose, mais en fait, construire une cérémonie funéraire, c'est un peu comme construire un spectacle. C'est un peu comme du spectacle vivant. C'est-à-dire que le maître de cérémonie, déjà, lui, il doit manager une équipe, qui sont les porteurs et le chauffeur. C'est-à-dire que c'est lui qui va leur indiquer quand ils doivent s'arrêter, quand ils doivent porter, quand on doit saluer le cercueil au moment où on le descend dans l'inhumation, s'il y a une inhumation, bien sûr. Il y a toutes ces choses-là, donc, qui sont vraiment des protocoles qui sont là pour le respect, qu'on garde toujours, ça c'est obligatoire, mais c'est aussi quelqu'un qui va consulter la famille, voir avec eux quel texte ils veulent, quelle musique ils veulent, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de texte, à nous de les chercher, donc des fois il faut aller chercher dans la personne, il faut aller, voilà, quelle était la couleur préférée de cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie, d'où elle vient. Moi je me rappelle, il y avait une famille d'origine italienne avec un papa qui avait donc immigré, quoi, et j'avais fait le lien entre le fait de partir de son pays d'origine pour un autre pays, sans forcément le vouloir, et partir de la vie pour aller vers la mort. J'avais fait ce parallèle-là, et je me rappelle, les filles avaient trouvé ça, me dit waouh, c'est super beau. Et ça aussi, ça fait partie aussi du travail du maître de cérémonie, c'est des fois d'écrire des textes pour les défunts. Donc vraiment du sur-mesure. Et c'est là pour moi, après ça dépend de chaque maître de cérémonie, pour moi c'est là où ça devient excitant, quand vraiment on fait quelque chose qui est du sur-mesure. Et puis l'autre travail qui est le conseiller funéraire, qui est donc la personne qui est dans les agences funéraires, alors lui c'est un peu un couteau suisse. C'est-à-dire que souvent il y a on est conseiller funéraire pour certaines choses et un peu moins pour d'autres. Pourquoi ? Parce que d'une, on fait de la réception famille, donc déjà il faut aimer recevoir les familles. À un moment où elles sont pas bien. Il faut savoir que la psychologie du deuil veut que la plupart du temps, les gens, quand ils viennent nous voir, ils sont dans la deuxième phase qui est la colère, hein, la première étant le déni, et la deuxième, c'est souvent la colère. Donc on s'en prend des fois plein la gueule, alors parce qu'on n'a rien à dire, rien fait, c'est pas de notre faute, mais voilà, et donc ça, il faut le comprendre. Et on peut pas réagir, bien sûr, à la colère. On est obligé d'être dans une forme de bien, donc des fois on se fait insulter.
parce qu'on revient toujours c'est un business, vous te faites plein d'argent, voilà, bon, ça revient souvent, hein, malheureusement. Alors après, il faut leur expliquer que sur un cortège, il y a pratiquement une 50aine de personnes. Et donc 5 000 €, oui, ça peut être une grosse somme, on l'entend, mais 5 000 € pour 50 personnes, ça fait 100 € par tête. Et qu'en fait, quand on voit les charges sociales et machin de ça, bon après les gens ils s'en foutent à ce moment-là, mais c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Et alors, ça dépend après aussi sur quelle boîte. Moi, je ne travaille que chez OGF PFG depuis que j'ai commencé, je pense. Voilà. OGF PFG, par exemple, ils ont vraiment une maîtrise des produits. J'entends par exemple, si vous prenez en considération les cercueils sont faits en France. Il faut savoir qu'on a des forêts dans les Vosges qu'on replante. Donc il y a aussi un côté éco-responsable que j'aime beaucoup dans cette entreprise. Et en fait, les bois sont du bois français. Donc les usines sont là-bas dans les Vosges et ensuite les planches de bois sont envoyées un peu partout sous forme de cercueil dans les différents territoires. Et ensuite, dans les différents territoires, là encore, on va composer le cercueil, on va mettre le capiton. Donc, ce sont des gens, ce qu'on appelle la préparation. Donc, c'est des gens qui vont mettre les capitons, qui vont faire les plaques avec les noms, tout ça, voilà. Donc là, je vais vous faire un rapide, on va dire éventail de tout ce qu'il y a, parce que c'est important, les gens ne se rendent pas compte du nombre de personnes qui travaillent sur un cortège funéraire. Donc on va partir de ça, on va partir de l'usine déjà pour le cercueil, parce qu'il en faut toujours un de toute façon, que ce soit crémation et inhumation. Donc une usine qui va faire des cercueils déjà, donc là il y a des gens dans une usine. Ensuite il y a des gens qui préparent le cercueil, donc la préparation. Ensuite on va avoir le conseiller funéraire qui reçoit la famille. Le conseiller funéraire, lui, après, il va déjà appeler la planification. Donc les planificateurs, c'est ceux qui vont mettre en place les différents cortèges, parce qu'il faut mettre en place, il y a un planning pour mettre les chauffeurs, les porteurs. Il faut qu'ils voient à quel moment ils peuvent aller. Tiens, là, il y a un truc à telle municipalité, donc il faut que 2 heures après, ils soient à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est à planifier. On a bien sûr donc les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires. On a les marbriers, très important dans les cimetières, et on en manque beaucoup. On en manque beaucoup. On a un vrai problème là-dessus. Les graveurs qui vont graver les monuments, les marbriers donc qui vont ouvrir les caveaux, qui vont creuser la terre, qui vont faire tout ce qui va être travaux de monuments. Donc ça fait beaucoup de gens mis bout à bout, et puis on parle pas même des tiers, parce qu'après il y a tous les religieux, les églises, les imams, ça, avec lesquels on va travailler nous aussi, les mairies, très important, parce que je reviens maintenant sur le conseiller funéraire, donc qui reçoit les familles, ça c'est la première chose, il doit faire des devis. Donc, il doit connaître les prestations et les services qu'il propose. Il y a cet aspect commercial qui est souvent un peu difficile pour nous parce qu'on n'aime pas être vu comme des commerciaux, mais malheureusement, le monde du funéraire appartient au monde du commercial. Donc, voilà. On vend des produits et des services. Et c'est vrai. Donc, on fait des devis. Donc, on doit connaître ce qu'on fait. On doit bien le faire. Bien proposer les bons services, pas en oublier. Voilà. Ensuite, on fait de la comptabilité. Voilà, on fait des remises en banque, tout ça. Quand les gens nous payent, il faut qu'on les mette en banque. Il faut que tout ça soit déclaré. Donc, on fait tout ce qu'il faut comme il faut. On fait de la gestion de notre agence aussi, bien sûr, au niveau de tout ce qui est ici qu'on vend quoi, les plaques, les fleurs en plastique, tout ça. On est donc amené aussi à être maître de cérémonie. Et puis on peut aller aussi des fois dans les cimetières, on peut aller coller les photos porcelaines. Quand on a commandé des photos porcelaines, c'est à nous d'aller coller avec le silicone. Voilà, donc et puis on est beaucoup sur place, on va beaucoup en mairie pour faire les papiers. Il faut savoir qu'on fait des actes de décès, on fait les demandes de fermeture de cercueil, on fait les autorisations d'inhumation, de crémation. Donc ça, c'est beaucoup de paperasse aussi. Donc faut pas se mélanger les pinceaux dans les papiers, parce qu'il faut savoir que des fois, s'il manque un papier, le jour J, on peut arrêter un cortège pour ça, parce que sans papier, on ne fait rien. C'est très procédurier et c'est normal parce que il y a une législation qui est très très en vigueur sur le funéraire, heureusement. Donc il faut aussi le connaître. Okay. Et à quel moment vous intervenez dans l'organisation funéraire? C'est-à-dire que imaginons qu'il y a une famille fictive qui vient d'arriver là, il y a eu un décès. Quelle forme va prendre tout l'accompagnement que vous allez leur proposer? Alors d'abord, on va leur proposer assez vite de se mettre à l'aise, on va parler avec eux, on va dire qu'on est là pour les accompagner, déjà. Ça, c'est la première chose à faire, c'est leur dire on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Et sans même leur dire vraiment, mais nous, notre rôle, en fait, c'est quoi? C'est que les familles fassent le mieux leur deuil. Donc on va leur donner toutes les possibilités qui sont en notre possession pour qu'ils puissent faire le meilleur deuil possible. C'est ce qui est le plus important, parce que en fait, c'est quoi perdre quelqu'un? C'est un moment de vulnérabilité où il va falloir se réparer. Donc il faut aider les gens à se réparer. Parce que la personne décédée, elle est décédée. Hein. On ne pourra rien y faire, on ne pourra pas la réveiller. Donc on peut lui rendre hommage à cette personne-là, et c'est ce qui est le plus important aussi. Mais on est là pour réparer les gens.
C'est marrant parce que aux États-Unis, par exemple, ils appellent ça les doula. Doula, c'est le nom qui veut dire sage-femme en Afrique. Et de plus en plus maintenant, on appelle ça les doula, c'est-à-dire les accoucheurs de la mort. Tous les métiers qui sont autour de la mort ont cette appellation-là maintenant de plus en plus. Et je trouve que c'est très juste parce qu'en fait, les gens des fois nous voient dans nos agences. Alors bon, il y a aussi toujours cette espèce d'image dans le funéraire, un peu famille Adams. Voilà, on est toujours un peu en noir, on est un peu dark. Vous voilà. portez du bleu, donc vous n'êtes même pas en noir. Honnêtement, oui, de plus en plus, on commence à mettre des suites un peu colorées. Voilà. Bon, après. Quand on est dans un dîner entre amis et que d'un seul coup on lâche oh bah moi je travaille dans le funéraire, ça fait toujours son petit effet. Hein. Les gens font toujours il y a toujours une espèce de ah bon tu fais ça. Et puis surtout c'est que par exemple Six Feet Under a bien mis ça en lumière, c'est que les gens pensent que on fait tout. Ah oui, alors j'ai pas parlé tout à l'heure, je parlais des différents métiers funéraires, j'ai oublié les thanatopracteurs quand même. Très important, ceux qui préparent les corps. Et donc les gens pensent que souvent c'est ça. Un conseiller funéraire, il peut ne jamais voir de défunt. Hein. Ça peut arriver. Alors c'est quand même assez rare parce que quand on va sur les convois, on est là pour les fermetures de cercueils, donc on voit les gens dans les cercueils. Ça nous arrive aussi de prendre les vêtements parce que les gens peuvent pas y aller pour les amener pour habiller les morts, donc on va amener les. Voilà. Puis ça arrive aussi quand il y a des urgences énormes d'aider sur la mise en bière par exemple, du défunt. Donc ça peut arriver. Mais on va quand même surtout nous voir la famille. Donc une famille lambda s'installe, on la met à l'aise, on l'accompagne, on lui demande voilà qui est décédé, c'est qui cette personne pour vous parce que nous il faut faire vite le lien. Je vais prendre un exemple très simple. En fait, si c'est un ami lambda qui vient enterrer son voisin, nous on va pas dire oui tout de suite. On va d'abord être sûr que la personne n'a pas de famille, parce que c'est d'abord son épouse ou son époux qui va prendre ce qu'on appelle le pouvoir. S'il y a plus d'époux, s'il y a eu un divorce ou quoi, c'est plutôt les enfants, les descendants, ou alors ça peut être parfois quand c'est des gens jeunes, les parents. Mais c'est très important de comprendre que nous on a on a des lois dans notre pays, on a des droits aussi, mais des lois. Et donc, il faut qu'on fasse bien attention à ce que les choses soient bien faites. Et ne serait-ce que si un nom correspond, enfin, on va dire, Madame Untel vient enterrer Monsieur Untel, oui, mais nous, il faut un livret de famille. Parce que il y a des noms qui sont des fois très nombreux, et il y a des gens des fois qui peuvent avoir le même nom, mais c'est pas pour autant qu'ils ont une filiation. Donc nous, il faut qu'on s'assure avec des livrets de famille. Donc on va être très vite dans une demande de papier d'identité, de livret de famille. On doit vérifier tout ça, c'est très important. Et puis ensuite, on va commencer par les premières questions classiques. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que le défunt voulait? Parce que c'est aussi ça avant tout qui est important, c'est la volonté du défunt. Ça peut arriver qu'il y ait des familles qui se chamaillent quand on a des fratries. Ah bah non, il voulait une inhumation. Non, il voulait une crémation. Alors là, c'est assez clair. S'il y a vraiment une chamaillerie qui n'aboutit pas, ça passe au tribunal. Voilà, parce que non. Déjà arrivé? C'est assez rare. Okay. C'est assez rare, mais voilà. Et par exemple, dans le cas d'une crémation où donc le corps va être crématisé, c'est-à-dire réduit en cendres, alors là, c'est important pour nous. Par exemple, si c'est une fratrie, il faut qu'on ait, on va avoir toujours une seule personne au pouvoir, mais il faut qu'on ait un papier de tout le monde pour dire que tout le monde est d'accord. Parce que un frère ou une sœur peut se retourner après contre son frère ou sa sœur en disant non, moi je voulais pas qu'on fasse une crémation. Donc tout ça est très important. Vous voyez, on a plein de choses comme ça où on doit faire très très attention. Pour être dans le respect du défunt, dans le respect des familles, dans l'écoute. Et puis il y a plein de choses aussi qu'on entend. Il y a aussi tout ce qui est non-verbal quand on voit les gens. Donc on sait quand il y a beaucoup de stress, beaucoup de peine. Il y a tout ça. Et voilà. Et là en plus je vous explique. Bon, je vous donne un peu le cas qui est le cas le plus répandu où le décès est déjà survenu, mais des fois il y a des décès à venir. Et ça on en a de plus en plus. Des gens qui viennent nous voir en disant bon voilà, là mon papa est à l'hôpital, on m'a dit que c'est la fin, on m'a dit du coup il faut que je commence à venir voir les pompes funèbres pour voir. Donc on n'a pas le même discours. Et ça de plus en plus, en tout cas chez OGF PFG, ils sont en train de vraiment nous sensibiliser à la façon dont on parle. On peut pas parler de la même façon sur le deuil où la personne est décédée, ça, les gens sont dans le deuil, et la fin de vie. C'est quelque chose de beaucoup plus précieux, beaucoup plus sensible. Donc faut faire très attention aux propos qu'on a quand une personne n'est pas encore décédée mais qu'elle va décéder. Voilà. Et après, il y a plein de cas très divers, et c'est ça qui est assez, je dirais pas excitant, mais en tout cas qui donne cette vie dans notre travail, c'est qu'en fait, chaque famille, chaque défunt, c'est une nouvelle histoire. C'est un nouveau livre qu'on ouvre à chaque fois. C'est parce que c'est un parcours de vie qui a pris fin, auquel il faut rendre hommage. Et puis c'est des gens qui vont continuer à vivre sans cette personne. Et voilà. Et parfois il y a aussi le cas des indigents. C'est-à-dire une personne lambda, là c'est la mairie souvent qui nous appelle, bon on a recueilli un corps, alors des fois on a les papiers, donc on connaît l'identité de la personne, puis des fois on a des personnes qui sont sans domicile fixe et qui décèdent sans aucun papier.
Moi, je me rappelle, ça m'avait marqué mon premier mois où j'étais venu. J'avais d'ailleurs à Pantin, un défunt. Et la définition de ce défunt, c'était t-shirt vert, une chaussette verte. Et je me rappelais de ça. Il a une chaussette verte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chaussures et il a perdu une chaussette. Et on l'a retrouvé dehors avec une chaussette verte. Et j'avais toujours cette image de cet homme avec un t-shirt vert, une chaussette verte. Et je me suis dit, voilà, ça va être quelqu'un qui sera enterré avec cette nomination-là. Enfin, en tout cas sur les papiers. Et alors, c'est aussi des fois notre travail, c'est de rechercher. Quand on a une identité, par exemple, d'une personne, mais on sait pas s'il y a de la famille ou pas, eh bien, on passe par les banques. Par les banques, on essaye, avec la date de naissance et le nom, de savoir si cette personne avait un compte bancaire. Et puis à partir de là, est-ce qu'il y a des ayants droit, est-ce qu'il y a des gens autour, est-ce qu'il y a quelque chose. Voilà, on essaie vraiment. Donc des fois, on a ce travail de recherche à faire avec les mairies. On travaille beaucoup avec les mairies, énormément avec les états civils. Donc souvent, on connaît très bien les gens. C'est aussi ça, un conseiller funéraire, c'est quelqu'un qui connaît bien sa ville. C'est quelqu'un qui connaît les églises, qui connaît les mosquées, qui connaît les synagogues, un peu moins parce que bon, c'est pas pareil le parcours de défunts. On va pas à la synagogue, mais on connaît en tout cas bien les mosquées, on connaît bien les églises aussi protestantes. On connaît bien les mairies, on connaît bien les cimetières, bien sûr, et puis aussi les gens des maisons funéraires, des crématoriums. Voilà, on est obligé de connaître tous ces gens-là, c'est important. Et c'est important des fois pour répondre dans la vitesse, dans la rapidité, parce que les gens des fois sont dans la rapidité. Donc il faut savoir tout de suite, ah oui, vous en faites pas, on fait ça. Et puis on essaie de les décharger ces gens. Donc voilà, des fois effectivement les familles peuvent eux-mêmes aller faire les actes de décès. Et souvent on leur dit non, n'y allez pas, c'est nous qui allons le faire en fait. Vous maintenant c'est un temps pour le deuil. Donc nous on va faire les choses. Vous nous payez pour ça, nous on s'occupe de tout ça. Maintenant vous rentrez chez vous, vous déchargez les choses. Voilà, vous prenez du temps pour votre deuil. Ça c'est très important. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnes qui viennent elles-mêmes préparer leur décès? Oui. J'ai eu le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une personne qui est venue me voir et elle me dit, voilà, elle est atteinte d'un cancer, le cancer très, très, très présent. Et elle me dit, bon, les médecins m'ont donné à peu près 2 mois à vivre. Donc c'était septembre 2024, qui est venue me voir cette dame. Elle me dit, voilà, j'aimerais savoir si je dois faire un contrat obsèques. Donc c'est vrai que nous, on pousse les gens à prendre des contrats obsèques parce que c'est ce qui les protège. Le contrat obsèques, en fait, c'est pas juste de l'argent qu'on va mettre pour payer ses obsèques, c'est surtout des volontés qu'on va mettre sur papier. Et nous, on sait du coup ce que les gens veulent. Ça, c'est très important parce que vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui partent sans avoir donné leur volonté et des familles qui se retrouvent dans je sais pas si vous voulez être inhumé ou faire une crémation. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là, on laisse du temps. Il n'y a pas non plus d'urgence totale. Alors normalement, on a 14 jours pour enterrer une personne, mais si on dépasse les 14 jours, on demande une dérogation. Enfin, des fois, c'est possible. Des fois, c'est voulu aussi. J'ai pas parlé aussi des cas des gens qui sont des fois avec des obstacles médico-légaux. Donc dans ce cas-là, les gens vont ce qu'on appelle l'institut médico-légal. Donc c'est la police qui réquisitionne le corps et c'est à ce moment-là, nous on attend le retour de l'IML, donc l'institut médico-légal, qui nous dit à ce moment-là, c'est bon. C'est levé, on a fait l'autopsie, on sait de quoi il est décédé, c'est bon, il y a plus de problème. Maintenant, vous pouvez vous occuper des obsèques. Mais pour revenir à la question du coup, oui, ça arrive de plus en plus qu'on ait des gens qui préparent leurs obsèques en avance. Donc soit on fait un contrat obsèques, s'ils ont un peu de temps, on fait un contrat obsèques, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est plus sécuritaire. Et puis là, je me rappelle dans le cas de cette personne, qui me disait j'ai 2 mois, et je lui ai dit oui, je lui ai dit voilà, écoutez. Elle voulait faire une crémation, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire, donc je lui ai fait un devis. Je lui dis voilà, ça va vous coûter tant. Et je lui dis est-ce que vous avez par exemple cet argent sur votre compte? Et elle me dit oui, j'ai même un peu plus. Je dis voilà. Alors je dis dans ce cas-là, vivez ce que vous avez à vivre, il y a aucun problème. Elle m'avait dit qu'elle avait une fille, donc je dis vous dites à votre fille de venir me voir. Et en fait, on fera une prise sur votre compte bancaire. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand une personne décède, les seules personnes qui ont le droit de prendre de l'argent sur le compte bancaire, c'est les pompes funèbres qui s'occupent des obsèques. D'accord? Donc ça se fait avec les services de succession des banques. Il faut amener des preuves, bien sûr, donc on amène la facture, tout ça, mais on a le droit à hauteur de 5 910 € à peu près, de prendre sur les comptes bancaires. Et donc ça peut rassurer beaucoup les gens. Quand on leur dit, si vous avez un peu d'argent sur vos comptes, ça suffit en fait. Parce que et ça aussi, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent. J'ai eu aussi ce cas-là. Je me rappelle, cette femme, ça m'avait beaucoup troublé. Elle était vraiment désespérée. Elle me dit, écoutez, j'ai 4 enfants. Ils sont tous dans la quarantaine, mais ils sont tous au SMIC. Et je sais que si demain je meurs,
Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent de côté. Ils n'ont pas d'argent pour payer mes obsèques. Qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà, je lui avais expliqué ce qu'elle pouvait faire. Donc on avait fait un contrat obsèques d'ailleurs à l'époque. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cette angoisse aussi. Il y a des gens qui n'y pensent absolument pas, ce qui fait que c'est des fois un poids plus fort pour les familles, mais il y a des gens qui y pensent. Voilà. Et donc oui, ça nous arrive. Voilà, on est aussi de plus en plus face à des gens qui vont faire des euthanasies en Belgique, ça arrive. Donc on est obligé de voir à ce moment-là, de même faire avec des rapatriements, hein, parce que de Belgique on va faire un rapatriement près du corps. Donc tout ça, c'est notre travail, oui. C'est ce qu'on doit faire, qu'on doit préparer. Quelle part va jouer la religion de la personne dans l'accompagnement et l'enterrement qui lui sera consacré? Donc, vous avez parlé des églises, des mosquées, du fait que c'était un petit peu différent avec les synagogues, mais quelle part joue la religion en fait dans l'accompagnement? Elle est très importante, la religion, parce que la plupart du temps, les gens veulent être enterrés avec le culte. Alors, nous, ça fait partie aussi de notre formation. Alors, il y a une grosse partie législative, et d'ailleurs, ça en fait partie, parce que voilà, on peut être attaqué pour ne pas avoir enterré les personnes selon leur culte, selon leur volonté. Et c'est tout à fait normal. Donc nous, il faut qu'on connaisse les cultes un petit peu. Donc on connaît le culte catholique, religieux, juif, voilà, bouddhiste, hindouiste. On connaît un petit peu ces choses-là. Et donc ça, c'est très important. Quand une personne veut une église, elle a une église. Quand une personne veut les rituels, donner les toilettes aux rituels. Bon, pour les musulmans, bon, il faut qu'on demande à l'imam. Si c'est une femme, il faut que ce soit des femmes qui viennent faire les toilettes. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut organiser aussi en amont. Donc là, nous, on a nos petits calepins avec sur la ville les imams, les églises, tout ça. On connaît nos personnes et puis on les appelle. On dit voilà, écoute, on a ça. Est-ce que tu peux faire ça? Voilà, on essaie d'organiser les choses. Et voilà, et l'idée c'est vraiment que les gens puissent partir selon leur confession effectivement. Voilà, mais après il y a des grandes lignes. Bon bah par exemple les musulmans, les juifs, c'est toujours de la pleine terre. Voilà, effectivement ça peut être du caveau pour les catholiques. Souvent hindouisme, bouddhisme, c'est des crémations, ce qui n'est pas le cas pour les musulmans et les juifs. Par contre, les catholiques de plus en plus commencent à faire de la crémation. Voilà, c'est marrant parce que j'ai eu il y a pas longtemps une discussion sur Instagram par rapport aux confessions, enfin au carré confessionnel dans les cimetières, parce que j'ai vu il y avait en fait un problème sur Tours, qui est ma ville en plus de naissance. Une personne n'a pas pu enterrer son papa qui était de confession musulmane parce qu'en fait elle voulait qu'il soit absolument enterré dans un carré musulman. Sauf que le maire de Tours, et comme beaucoup de maires, d'ailleurs c'est le cas aussi ici à Pantin, ne veut pas de carré confessionnel. Il faut savoir que ce n'est pas obligatoire selon la loi. C'est d'ailleurs même plutôt le contraire, puisque l'idée aussi c'est de rester dans un pays laïque. Donc normalement, il y a beaucoup de cimetières où vous n'avez pas de carré confessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont mélangés. Bon, après c'est un choix des maires. Hein. C'est vraiment les maires qui veulent faire ou pas. Pantin parisien, pareil, il n'y a pas de carré, mais il y a des lignes. Voilà, donc après on a ce choix de regrouper ou pas. Et donc elle ne pouvait pas enterrer son papa parce qu'elle voulait absolument que ça soit enterré dans un carré musulman, sauf qu'il n'y avait pas de carré musulman. Donc il a sûrement pu être enterré selon les rites musulmans, c'est-à-dire la toilette, voilà. Alors la seule chose que nous on peut pas faire par exemple et qui se fait dans d'autres pays hors de la France, par exemple pour les musulmans, on enterre souvent avec le cercueil ouvert. Hein, soit on casse le haut du cercueil, soit on l'ouvre. Il faut savoir qu'en France, il est interdit d'ouvrir un cercueil dès lors qu'on l'a fermé, hein, pour des règles d'hygiène tout simplement. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire non plus. Mais ça c'est la France, ça c'est les lois françaises et c'est des lois aussi qui sont censées protéger la population, hein, parce qu'il faut savoir que bon, un mort ça reste aussi des possibilités de pathologie qui peuvent être transmissibles tout, donc il faut faire attention quand même à certaines choses. C'est aussi pour ça que souvent la législation est là. Voilà. Et comment se construit une cérémonie du début à la fin? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le convoi funéraire et il y a la cérémonie. Alors, par exemple, dans le cas d'une religion, le cortège funéraire peut avoir deux cérémonies. C'est-à-dire une cérémonie religieuse, église, voilà, où quelqu'un donc de religieux va faire les choses. Et donc, nous, normalement, on est là pour encadrer, mais on n'est pas là pour participer. On n'a pas normalement le droit. Ça peut arriver dans certaines églises. Hein, des fois, il y a des laïcs qui prennent la parole. Enfin, pour dire, j'entends des textes laïcs non religieux, mais c'est assez rare. Et donc, souvent, pour que la famille puisse parler ou pour qu'on puisse faire quelque chose des fois d'un peu plus personnel sur la personne, on peut avoir une deuxième cérémonie qui peut se faire, par exemple, soit au crématorium, soit au cimetière. Ça arrive. Donc, on peut avoir des fois deux cérémonies. Et le maître de cérémonie fait un encadrement pour la première et ensuite une vraie participation pour la deuxième. Les cérémonies, en fait, elles sont à l'image de la personne, donc elles peuvent être très, très diverses.
on retrouve souvent les grands fondements qui sont le geste d'adieu, par exemple la fleur ou les pétales de fleurs qu'on va mettre sur le cercueil, la minute de silence. Voilà. Il peut y avoir donc des textes qui vont être proposés, des musiques qui vont être proposées. Par exemple, si vous voulez que je mette une petite touche humoristique, quand j'ai fait, et ça je me rappellerai toujours parce que ça m'avait quand même un peu étonné, quand j'avais fait ma journée au crématorium, eh bien, sur la plupart des cérémonies qu'il y avait, il y en avait eu quand même 3 où il y avait eu Allumer le feu de Johnny Hallyday. Et mes collègues m'avaient dit, mais tu sais que c'est très fréquent. En fait, les gens, d'une façon, en fait, à peut-être casser un peu le côté trop dur, trop difficile, eh bien, il y a beaucoup Johnny Hallyday Allumer le feu dans les crématoriums en France. Voilà, c'est un truc qui arrive soit. Donc, et nous, on le fait. Enfin, je veux dire, on nous demande de faire des choses, on les fait. L'idée, c'est vraiment de faire au maximum. Il faut savoir que ce qu'on peut pas faire, c'est les choses obscènes. Donc, on n'a pas le droit de faire ça, voilà. Mais normalement, on peut tout faire. Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on essaie vraiment de diversifier tout. On essaie de faire des cercueils qui correspondent aux gens. Aujourd'hui, on a des cercueils de couleurs, des cercueils sur lesquels on peut écrire des choses, sur lesquels on peut dessiner, voilà, on peut tout faire. On peut faire des fleurs, on peut faire. Il y a souvent des bikers qui veulent des motos. Enfin, il y a les gens qui ont fait du foot, ils veulent du foot. Enfin, il y a toutes ces choses-là. En fait, et c'est là où c'est intéressant et c'est important de comprendre qui était cette personne qui est partie. Parce que plus on connaît ça, plus on se nourrit de ça, plus on fait une cérémonie en hommage à la personne. Et après, tout est possible. Ça peut être des lâchers de ballons, tout est possible. Tout était vraiment possible. Mais après, ouais, il faut savoir que la plupart du temps, quand même, les gens veulent des choses assez, je dirais pas basiques, mais je dirais plutôt convenues. Donc, les gens, des fois, ils osent pas non plus aller trop loin. Voilà. Et nous, on peut pas non plus proposer tout et n'importe quoi. Donc, on est avant tout à l'écoute des gens. Et quand les gens nous disent « ça, c'est possible », c'est rare qu'on leur dise non. On leur dit souvent le plus possible oui, ou c'est peut-être ça difficile, mais on peut essayer de le voir d'une autre façon. Donc c'est ça aussi ce côté réactif de pouvoir très vite répondre aux propositions et aux demandes des gens. C'est ça qui est important. Donc les cérémonies, elles sont vraiment très diverses, vraiment. Combien de cérémonies vous accompagnez par an ou par semaine? Et par semaine? Alors ça, c'est très difficile à dire. Je vais plutôt parler en termes de cortège. D'accord. Sur mon agence ou sur l'ensemble? Sur mon agence à moi, alors ça dépend des mois. Il faut savoir que les mois les plus mortels, aussi que ce soit à dire quand il n'y a pas de Covid, hein, voilà, enfin quand il n'y a pas une grosse épidémie ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que le moment de l'année où les gens meurent le plus, c'est aux alentours entre le 4 et le 6 janvier. Ça, c'est une statistique qui ne bouge pas depuis des années. La plupart du temps, il y a plus de morts en tout début d'année. C'est plein de choses qui se croisent, c'est-à-dire que c'est souvent c'est l'après 1er janvier. Donc, ce sont des gens qui ont fait le bilan. Donc, il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de grippe. D'accord. Il y a beaucoup d'hiver avec beaucoup de pathologies aussi sur les personnes âgées. Donc, voilà, il y a toutes ces choses qui se mélangent qui fait que souvent, le gros pic de décès, c'est début janvier. Donc, souvent, on sait que nous, en janvier, ça travaille un peu plus. Et puis aussi le mois d'août. Le mois d'août est aussi un mois où il y a beaucoup de décès dus à la chaleur, ça peut être aussi des loisirs d'été, les noyades, les accidents de la route avec les gens qui vont faire la fête très tard le soir. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui vont multiplier les risques. Donc voilà, c'est souvent ça. Donc en fait, les mois sont vraiment un petit peu différents et même d'une année à l'autre, ça peut être des fois différent. Mais en règle générale, là, par exemple, vous voyez, là, on est en avril. Avril, mai, juin, c'est souvent la parenthèse un petit peu de relaxation. C'est-à-dire que c'est là où il y a un peu moins de morts. Mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, par rapport au Covid, ça dépend. Si on a une épidémie qui arrive, ça peut être au contraire, voilà. Alors, je fais aussi une petite parenthèse par rapport au Covid, parce que là, c'est pareil. On a applaudi les gens qui étaient dans les hôpitaux, parce qu'effectivement, ils ont fait un travail magnifique. Sachez aussi, pour ceux qui peut-être ne sont pas représentés, pendant le Covid, le monde funéraire a énormément aussi travaillé. On les a pas applaudis. Et ça aussi, c'est un vrai problème du funéraire, c'est qu'en fait, on pense le moins possible à nous. Mais ce qui est normal parce qu'on ramène à l'image de la mort, donc une image qui fait peur. Mais c'est vrai que le monde du funéraire, on est souvent un monde qui est vraiment à la fois à part et souvent très oublié. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à penser plus à la vie et donc à oublier. Bien sûr, oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a, justement, en parlant de trucs auxquels on n'a pas forcément envie de penser, est-ce qu'il y a des cérémonies qui sont plus difficiles à conduire que d'autres? Par exemple, quand on a un enfant qui est mort, un suicide ou une mort brutale. Indéniablement. C'est indéniablement parce que tout le monde part trop tôt, toujours. Même les personnes très âgées, elles partent toujours trop tôt. Ça, c'est plus qu'évident. Mais un enfant qui part, c'est très compliqué.
C'est vraiment un deuil à part, l'enfant. L'adolescent aussi, hein. C'est un enfant aussi, mais voilà, parce que souvent quand les gens pensent enfant, ils pensent vraiment aux enfants. Quand je dis enfant, c'est l'enfant, c'est-à-dire l'enfant par rapport à ses parents. C'est très compliqué, même quand c'est plus ou moins annoncé. Il y a des adolescents des fois qui ont des multipathologies. Ou bon voilà, moi j'ai eu le cas déjà d'un garçon qui est décédé à 16 ans avec une maman qui m'a dit mais bon vous savez, depuis qu'il est tout jeune, on s'y attendait. Il a eu beaucoup de problèmes de santé, voilà. Mais même que on n'est jamais vraiment prêt. Et donc c'est très sensible, c'est extrêmement sensible. Ce qui est important aussi dans le funéraire, c'est l'écoute. La présence et l'écoute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on est conseiller funéraire, on écoute beaucoup, on considère beaucoup, et on parle peu. Parce qu'en fait, il faut savoir écouter les gens pour ne pas faire d'interprétation de ce qu'ils disent. Il faut savoir écouter vraiment ce qu'ils disent, vraiment. Et pouvoir le retranscrire le mieux possible sans interpréter à leur place. Ça, c'est vraiment très important. Donc, dans ces cas-là, oui, c'est vraiment ce qu'on fait. On est très présent, on essaie d'être dans la présence et dans l'écoute. Et on essaie de reformuler, bien sûr, dans la bienveillance et les accompagner au mieux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est douloureux. Les enfants, les adolescents, les morts violentes, les suicides, bien sûr. Parce que ça laisse les gens dans des non-réponses. Et nous, on les a pas. On n'a pas ces réponses-là. Et il faut surtout pas croire qu'on les a, mais vraiment pas. On n'a pas les réponses. Et on s'habitue jamais à ça. Moi, souvent, c'est ce qu'on nous demande, est-ce que vous habituez Bien sûr qu'on a plus l'habitude d'enterrer les gens, parce que voilà, on le fait tout le temps, toute notre année, mais on s'habituera jamais à voir un enfant décédé ou un adolescent décédé et des parents tristes. C'est très dur. Et c'est là aussi on voit toute la qualité de notre travail, qui est à la fois d'être dans la bienveillance, mais pas de pleurer. Je me rappelle, on avait une stagiaire une fois qui était prise, on avait fait une cérémonie, elle était prise, elle pleurait, et on l'avait mis à part, on dit tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne dois pas pleurer, tu ne peux pas pleurer. Parce que si tu pleures, en fait, tu voles le deuil des gens. Ce n'est pas ton défunt. Même si c'est triste de voir une personne, tu ne la connais pas, tu n'as pas le droit de pleurer. Et ça, c'est aussi une condition qui est compliquée. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens commencent le funéraire, puis en fait, ils y restent pas parce qu'ils sont trop sensibles. Alors attention, on peut être hypersensible, mais on peut être aussi hyper professionnel avec une vraie force aussi intérieure de pouvoir se contrôler par rapport à ça. Parce que les gens pensent aussi que les gens dans le funéraire sont des gens qui sont pas du tout sensibles, qui font ça pour l'argent, voilà, et pas du tout. On est très sensible. Je pense que d'ailleurs pour continuer dans le funéraire, il faut avoir une sensibilité, parce que sinon il y a aucun intérêt. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment un travail de conviction, et c'est vraiment pour accompagner les gens. Et on a cette sensibilité-là. Mais juste que nous, on craque pas, on pleure pas devant les gens. Mais ça nous arrive de pleurer après. Hein. C'était ça ma question, ouais, justement. Ouais, ça nous arrive. Ça nous arrive, ou alors on s'appelle les uns les autres, on a besoin de parler, on a besoin. Des fois, c'est très dur. Hein. Et surtout quand on enchaîne beaucoup de gens, quand on voit beaucoup de... Et puis voilà, c'est très difficile. C'est parfois difficile voilà. Mais on craque pas devant les gens. On doit rester là, on doit rester droit. C'est ça, je pense, qui donne cette image un peu toujours de famille Adams, des gens de Funan, dire, ils sont froids, et en fait, ils sont pas froids. Ils sont juste dans la retenue. Parce que la retenue, c'est ce qu'on doit aux gens. C'est ce qu'on leur doit. Le minimum qu'on leur doit. D'être dans la retenue, dans l'accompagnement. Et justement, pour revenir à l'accompagnement, comment est-ce qu'on arrive à se préparer à la prise de parole quand on doit prendre la parole dans des moments aussi durs? Au moment, dans l'accueil des familles, ou au niveau des cérémonies? Au niveau des cérémonies. Au niveau des cérémonies, c'est notre job. On est là pour ça, quoi. On n'a pas c'est là où je dis, ça rejoint un petit peu le milieu du spectacle, c'est show must go on. On est là, on doit faire le job, en fait. On est là, on doit assurer pour les gens. On doit leur faire une putain de belle cérémonie. On doit se dire, putain, on doit faire un truc chouette. Ça doit être, voilà, les gens, alors bien sûr, ils vont pas applaudir, ou dire, waouh, on a fait une super semaine. Non. Ils vont juste se dire, avec le temps, ok, on a honoré cette personne. Et voilà, après, il n'y a jamais de cérémonie parfaite. On aurait pu toujours faire mieux, ça c'est sûr. C'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec le temps, toujours. Mais moi, je suis jamais sorti une cérémonie en disant, oh, putain, là, j'ai assuré, j'ai fait... Non, on n'est pas là-dedans. Mais on est dans... Des fois, on se dit,
Parce que des fois, ça vient pas de nous, hein. Des fois, c'est les textes que les gens disent. Il y a des gens, des fois, qui sont transportés, quoi. D'un seul coup, ils sont complètement détruits, puis d'un seul coup, ils prennent leurs feuilles, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui sort, on se dit, waouh, c'est une beauté, quoi. Et puis, il y a la sensibilité. En fait, on est vraiment dans l'humain. C'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'aime dans le funéraire, c'est qu'on voit l'humain. On voit l'humain, on voit à la fois la faiblesse de l'humain qui craque, mais on voit aussi la force de l'humain qui se ressaisit, qui respire un grand coup, puis qui y va, et qui dit son texte. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est vraiment la beauté de l'être humain, je trouve. Vraiment. Et vous avez commencé un tout petit peu à en parler, mais comment se passent les échanges avec les familles en deuil? Quand on les reçoit? Ouais. Nous, on essaye de rester, alors, pas dans une forme de froideur, mais dans une forme de, pas non plus de rigidité, mais on doit rester dans une forme de retenue. On peut pas s'éplorer avec les gens. Et puis on doit aussi très vite voir le plus important pour nous. C'est-à-dire que des fois, des gens sont face à nous, on dit bon, il faut votre carte d'identité, il faut votre livret de famille. J'ai pas mon livret de famille. Ah ben, il va falloir le retrouver. Alors, si vous n'avez pas les livret de famille, peut-être que vous avez un acte de naissance qui va prouver, voilà, la filiation avec vos parents, puisque c'est peut-être le papa ou le maman qu'on va enterrer. Vous voyez, donc il faut qu'on soit à la fois dans quelque chose qui maîtrise, qui est là, mais faut pas non plus infantiliser les gens. Ça, c'est très important. Vraiment, ne pas infantiliser. Je sais pas parce qu'ils sont vulnérables qu'il faut les infantiliser. C'est pas des gens inférieurs à nous. Ils sont tout à fait à notre égalité. Donc, il faut pouvoir leur parler à la fois dans dans une forme de bienveillance, d'accompagnement bienveillant, mais en même temps, il faut savoir leur dire attention, là, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si vous me donnez pas ça, je peux pas aller plus loin. Voilà. Et puis, il faut des fois se dire que c'est peut-être des fois on rencontre les gens la première fois. Si tout n'est pas fait tout de suite, c'est pas grave. Des fois, les gens sont très très atteints. On peut pour leur dire écoutez, voilà, là, on a déjà fait les premières choses, on met ça en place, revenez demain. Et voilà, là, il y a pas de, faut pas mettre le couteau sous la gorge des gens, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Donc les gens ont une respiration qui leur est propre. Donc, il faut comprendre la respiration des gens. Il faut savoir respirer avec eux. Et il faut savoir se mettre à ce rythme-là. Voilà. Après, parfois, oui, on est obligé un peu je dirais d'être un peu dans le contrôle parce que parfois, il y a des exigences de temps. Ça nous arrive d'avoir des gens, des fois, qui nous disent, mon papa, il est décédé, alors, des fois, ça peut être hier, donc ça va. Mais quand ils nous disent, il est décédé il y a 10 jours, ok, alors on va pas leur dire alors vous venez que maintenant. Non, parce que des fois il y a des multiples problématiques et tout, donc on n'est pas dans le jugement. Donc on dit ok, donc du coup il faudrait peut-être faire les choses dans pas trop longtemps non plus. Donc voilà. Donc et puis à cette écoute là, voilà. Et puis comme je vous dis, en fait chaque cortège est différent. Des fois moi je vais avoir des gens à Pantin. La personne est décédée à Pantin, à la seigneurie là, à l'EHPAD. On va au cimetière de Pantin qui est juste à côté. C'est très simple. Mais parfois, on a une personne qui est décédée, qui va être rapatriée soit aux Antilles, soit en Afrique. Là, c'est autre chose. Il faut on a aussi, alors ça, j'en ai pas parlé, mais on a aussi ces personnes-là. OGF Rapatriement, c'est un pôle qui fait donc tous les rapatriements. Avec Faton, qui vont être tout ce qui est du domaine du fret, parce qu'il faut savoir que quand un cercueil va dans un autre pays, il passe par les avions, que vous prenez avec vous. Donc les cercueils sont avec vos bagages. Ils sont pas juste à côté, non plus, mais ils sont dans le fret. Donc là, c'est pareil, il y a plein de papiers à avoir, des ambassades à avoir, donc c'est beaucoup de papiers. Et donc là aussi, on est aidé avec d'autres organismes qui sont donc Faton, on a OGF Rapatriement, donc le pôle de rapatriement d'OGF. Je vous ai pas parlé non plus, ça je peux en parler aussi, parce que souvent les gens se posent cette question-là, c'est le 3012 ou le 3123. Donc 3012 et 3123, c'est les deux numéros qui vont vous amener directement sur les lignes directes du 24 heures sur 24 de l'assistance. Donc ça veut dire que si vous avez un décès en pleine nuit, vous dites qu'est-ce que je dois faire, qui je dois appeler. Vous appelez le 3012 ou le 3123, vous avez toujours quelqu'un à n'importe quelle heure, c'est ce qu'on appelle des astreintes, qui va vous accueillir, qui va dire écoutez, je vous donne ce conseil-là, faites ça, faites pas ça, voilà. Par exemple, les gens disent souvent il y a un mort chez moi, il faut vous ouvrir grand les fenêtres. Non, on n'ouvre pas grand les fenêtres parce que ça fait venir plus les insectes, les animaux, les machins, c'est pas une bonne chose. Donc on peut entrouvrir légèrement, on donne des petits conseils comme ça, et puis on va l'aiguiller très vite, parce que souvent les gens face à la mort, ils se sentent vraiment démunis. Il y a beaucoup de gens et c'est un choc des fois d'avoir un mort chez soi. C'est quelque chose de terrible. Donc nous, il faut qu'on puisse retirer le défunt le plus vite possible, qu'on l'emmène dans une maison funéraire. Mais il faut qu'on fasse les choses. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je n'en ai pas parlé non plus, mais il y a aussi les ambulanciers funéraires.
qui viennent avec le corbillard, avec une housse. Et donc, on va venir comme un malade classique sur un brancard. On va venir chercher le défunt, on va l'emmener, et puis on va l'emmener dans une maison funéraire pour protéger le corps. C'est très important, une fois que la personne est décédée, de protéger son corps. Parce qu'elle peut plus se protéger elle-même. Donc, c'est à nous, c'est notre rôle, c'est de protéger le corps de tout, de toutes les agressions possibles extérieures. Donc, pareil, on peut pas venir prendre un corps à domicile ou n'importe où si on n'a pas le certificat de décès. Vous voyez, tout est régi par des règles bien précises. C'est pour ça que normalement, souvent, quand il y a eu un décès, les gens appellent la police. La police leur dit, il faut maintenant faire venir un docteur, enfin un médecin, ça peut être aussi un infirmier maintenant, qui va constater la mort à travers ce qu'on appelle un certificat de décès, ce que nous on appelle le bleu, parce qu'il est bleu. Donc souvent on dit, t'as le bleu, ça veut dire le certificat de décès. Et puis certificat de décès, nous permet de voir déjà des choses, on a des informations dessus. On sait qui est la personne, quelle est sa date de naissance, où est-ce qu'elle est décédée. Et puis surtout, on voit s'il y a un obstacle médico-légal ou pas. On voit s'il y a un pacemaker ou pas, parce que c'est pareil, il faut l'enlever, le pacemaker, s'il y en a un. Enfin, toutes ces choses-là, s'il y a eu des maladies ou pas contagieuses, parce qu'il y a certaines maladies comme la rage, voilà, ou comme les maladies justement respiratoires graves, où la personne est obligée d'être très vite mise en cercueil fermé, tout de suite. Voilà. Sinon, en règle générale, vous avez 48 heures pour déplacer un corps sans cercueil. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une urgence. Si vous avez quelqu'un qui est décédé chez vous, il faut 48 heures. Si au-delà des 48 heures après le certificat de décès, donc il fait foi du jour et de l'heure, on a dépassé les 48 heures, on est obligé de venir avec un cercueil pour mettre la personne directement en cercueil fermé. Pareil, parce que ça c'est souvent une question qui revient, pareil je dévie là, je suis désolé, mais sur les lois, les gens souvent pensent qu'ils peuvent être enterrés un peu n'importe où. Non. Il y a 4 règles bien précises pour être enterré dans un cimetière. C'est soit le cimetière de la ville où vous avez vécu, parce qu'en fait vous payez vos impôts, donc c'est normal que vous puissiez avoir accès au cimetière où vous avez vécu. Là où vous êtes décédé, imaginons que vous décédez à Monaco, eh bien vous avez le droit d'aller au cimetière de Monaco, par exemple. Voilà. Chic jusqu'au bout. Ouais, chic jusqu'au bout, mais par contre je pense que la concession elle doit coûter très cher, beaucoup plus cher que Pantin par exemple. Donc voilà. Après c'est à réfléchir. Donc c'est soit vous avez vécu, soit vous êtes décédé. Puis après c'est soit vous payez vos impôts si vous êtes expatrié. Donc pour les expatriés qui vivent et qui font par exemple leurs impôts ou leur vote dans une certaine ville, c'est là où ils peuvent être enterrés. Ou alors si vous avez une concession familiale. Donc si la concession familiale est dans telle ville qui n'a aucun lien avec ni là où vous vivez ni là où vous êtes décédé, mais que vous avez une place dedans, vous y avez droit. C'est tout. C'est juste ça. Donc des fois, on arrive, des fois des gens qui disent oui, on voudrait être enterré là. Pourquoi ? Parce qu'on va être enterré là. Oui, mais non, ça marche pas comme ça en fait. La loi, c'est pas ça. La loi, vous pouvez être enterré que sous 4 conditions qui sont celles que je viens de dire. Voilà, vécu, décédé, ou alors payer ses impôts, ou alors concession familiale. Et ça vous arrive souvent d'avoir des gens, par exemple moi, si je n'ai aucun lien ou filiation particulière avec Monaco, si j'ai envie d'être enterré à Monaco, ça vous arrive souvent d'avoir des personnes qui envisagent en fait un lieu qui dérogerait à ces 4 règles? Oui, bien sûr. Okay. Ça nous arrive des gens qui veulent être enterrés à certains endroits parce que c'est des endroits que, par exemple, la personne défunte aimait beaucoup, face à la mer, ou je sais quoi. Enfin voilà, ça peut arriver. Après, il y a quand même ce principe de regroupement familial, ce que je dirais, c'est que souvent quand même les gens veulent avoir leur défunt à côté de chez eux. Donc s'ils vivent à Pantin par exemple et que la personne est décédée à Pantin, voilà, quand les familles sont regroupées, malheureusement de plus en plus ces familles maintenant sont éclatées. Donc c'est vrai que parfois c'est compliqué pour ça. Et puis alors nous c'est le gros intérêt d'OGEF PFG, c'est que c'est un peu on va dire une maison funéraire qui est mutualisée puisqu'on est présent dans pratiquement toutes les villes de France métropolitaine. Donc ça veut dire que si on a un défunt dans une ville très éloignée à l'autre bout de la France, moi mon collègue de cette ville-là va m'appeler en me disant écoute voilà j'ai ça, hop bon voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que nous on fait les choses entre nous. On s'envoie les papiers, les machins, donc on peut vraiment travailler entre nous. Donc ça permet aussi de gagner du temps. Et j'avais une autre question sur les familles. Oui. Quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, au-delà de l'accompagnement dans l'enterrement? Je crois que souvent, on leur donne des choses qu'ils attendent pas forcément. De l'écoute. Moi, j'ai des gens maintenant qui viennent boire le café avec moi. Ça arrive. Parce que vous savez, on fait partie des fois d'une partie de leur vie qui est tellement importante que du coup, oui, moi j'ai en tout cas, j'ai quelques personnes qui viennent des fois, qui passent, qui me saluent. On fait partie d'un seul coup de leur vie, quoi. Pour peu que ça se soit bien passé, on est d'accord. Mais souvent les gens, par exemple, on va essayer de les apaiser. On va essayer d'apaiser leur colère. Ils sont pas forcément venus là pour ça. Mais nous, on va le faire. On vient pour on va aussi leur donner des réponses, des fois sur des questions qu'ils ont même pas eu l'idée d'avoir, mais
On va générer ces questions-là et du coup, on va leur donner les réponses avant même qu'ils aient généré les questions. On est vraiment là pour accompagner, encadrer, et puis c'est les 2 pôles les plus importants, rendre hommage aux défunts et, ce qu'on va dire, sublimer l'expérience des familles, c'est-à-dire les aider à vraiment vivre ça du mieux possible. Que ce soit le plus bon et le plus beau possible, même si on sait que c'est toujours un moment qui est ni bon ni beau, mais on peut essayer de faire ce qu'il faut. Et après, ça dépend du lien du défunt avec la personne. Vous voyez, vous n'aurez pas du tout la même chose avec un enfant ou un adolescent qui vient de décéder et les parents qui viennent enterrer cet enfant que le parent et son enfant ou ses enfants qui avaient coupé les ponts depuis 20 ans et d'un seul coup, on a appelé le fils lambda pour lui dire, écoutez, votre papa est décédé. Ah, ça faisait 20 ans que je le voyais plus. Voilà. Et on a des fois des gens, ils s'en foutent totalement. Vraiment. C'est rare. Mais on peut pas les juger non plus, parce qu'on sait pas ce qui se passe. Des fois, vous savez, vous avez des parentés toxiques, vous avez des enfants qui ont du mal avec leurs parents, qui ont eu des rejets, des machins. Enfin, on le voit bien dans le monde du vivant, des fois, il y a des rapports humains, familiaux qui sont compliqués. Ben non, on peut pas juger ça. On peut pas juger. On peut pas dire, ah, c'est un mauvais fils ou un bon fils, parce que soit il s'occupe de son papa ou de sa maman pour ses obsèques. On sait pas ce que ce parent a fait à son enfant, de son vivant. Donc, on peut pas juger. Donc, nous, on est obligé d'accueillir les choses comme elles viennent, sans les juger, en disant, ok, c'est comme ça, ok, bon là je vois qu'il en a rien à foutre, donc ok, on va faire les choses quand même comme on peut. Et puis des fois, on va voir qu'à l'inverse, ils sont très affectés. Donc on va mettre en place le plus possible de choses pour que le deuil se fasse le mieux. En règle générale, c'est souvent ça aussi. Les gens qui sont très affectés, on essaie de faire vraiment un beau cortège, ça. Je dis pas qu'on fait pas du beau pour les autres, mais souvent les gens on a un peu moins rien à cirer, on va dire, ils demandent le basique. C'est-à-dire qu'ils veulent un truc le plus simple possible. Vous voulez une cérémonie à l'église? Non, il était pas croyant, c'est bon, non, on fait pas. Et nous, on écoute la personne. Et on se plie à la personne. Même si peut-être une petite voix nous dit, ah, je crois qu'il aurait quand même voulu. Non, c'est pas notre truc. C'est pas notre défunt, c'est pas son histoire, c'est pas son parcours. Nous, on essaie de faire ce que la personne nous demande. Et d'ailleurs, la personne qui signe des obsèques, c'est ce qu'on appelle la personne au pouvoir. Ça veut dire beaucoup de choses, la personne au pouvoir. Et la personne au pouvoir, c'est la personne, pour nous, de référence. Et ça, on le rappelle aussi, c'est très important parce que ça arrive souvent, vous savez, quand on a fait des obsèques, peut-être des fois 1 ou 2 semaines plus tard, on a des gens qui nous appellent, oui, je voudrais avoir des infos sur ça. Ah non, on vous donne pas d'infos. Non. Les seules infos qu'on donne, c'est à la personne au pouvoir. C'est interdit pour nous de donner n'importe quelle information à autre personne. Vous voulez avoir les infos? Vous appelez la personne qui était au pouvoir. C'est qui était au pouvoir? Ça ne vous regarde pas. Si vous connaissez la personne, vous devez le savoir. Vous ne les connaissez pas assez, tant pis. C'est pas notre sort. Nous, on n'est pas là pour vendre des informations. Parce que, comme je vous dis, des fois, il y a des conflits familiaux qui sont très intenses. Et c'est ce que je dis aussi parfois, parce que des fois, on a des gens qui nous appellent. Oui, mais vous savez, j'ai écouté, nous, on fait du funéraire. On fait pas du notariat, on n'est pas non plus des assistantes sociales, on n'est pas là pour réparer les familles. On est là pour réparer les gens qui sont dans le deuil face à leurs défunts. Et ça s'arrête là. Donc, si après, on a des gens qui nous appellent pour avoir des infos sur ceci, sur ça, non. Ça, c'est pas notre truc. La seule chose qu'on peut faire, c'est la personne au pouvoir. Et si la personne au pouvoir, par contre, m'appelle pour me dire « Ah, la gravure est pas encore faite, quand est-ce qu'elle... » Oui, là, c'est mon travail. Là, je vais faire ce qu'il faut pour avoir les infos, pour lui dire « Écoutez, voilà, telle date, la gravure sera faite. Le graveur vous fera une photo, on vous l'enverra par mail. Comme ça, si vous pouvez pas vous déplacer parce que vous vivez maintenant très loin voilà, on vous envoie les choses. » Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faciliter au mieux, de répondre au mieux. Et voilà. Et c'est vraiment notre travail. Mais ouais, c'est parfois tout ça est très sensible, très. Mais justement, en parlant de sensibilité, comment est-ce qu'on arrive à gérer les familles qui sont en désaccord sur la suite de l'accompagnement? Vous voulez, par exemple, pour des gens qui voudraient une fratrie ou deux voudraient une inhumation, une crémation, là c'est le tribunal qui tranche. D'accord. En fait, nous après on se retire de ça. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, nous, on peut pas tout faire. On est juste des petits conseillers funéraires humbles avec l'humilité qu'on doit avoir. Donc si à un moment il y a un conflit qui est trop fort, on leur dit écoutez, si vous pouvez pas vous mettre d'accord, c'est le tribunal qui tranche. C'est un tribunal à ce moment-là qui est demandé. Bon, c'est assez rare parce que d'un moment c'est tranché. Mais de toute façon, en règle générale, alors il faut savoir que souvent les gens vont de plus en plus vers la crémation parce que ça coûte moins cher. Mais quand il y a trop de désaccords et quand il y a aussi le cas par exemple des indigents, il n'y a jamais de crémation. Parce que le problème de la crémation, c'est qu'on peut jamais revenir en arrière. Donc, la crémation, c'est vraiment quand on sait qu'il y a la volonté du défunt, qu'il y a la volonté de toute la famille, que tout le monde est d'accord, que tout le monde est OK, on y va. C'est ce que vous voulez, on le fait. Mais par contre, pour les indigents, on ne le fait pas
parce qu'il y a peut-être une possibilité qu'une personne va revenir et dit bah voilà, je connais cette personne, donc voilà, donc il faut que le corps reste intact dans son cercueil. Et voilà. Et donc pareil, quand il y a trop de désaccords, des fois on se dit hop, hop, hop. Ça arrivait là il y a pas longtemps. Il y avait pratiquement pas de famille, c'était que des amis. Et tous les amis nous disaient oui non, mais nous on l'a entendu dire qu'ils voulaient une crémation. Bah, alors nous on n'a pas de preuve écrite. Donc voilà. Et puis il y avait une sœur très lointaine qui habitait en Australie, mais voilà, il avait plus trop de rapport avec elle et tout. Oui, mais nous ça reste sa sœur. Donc c'est pas ses amis lambda qui l'entourent qui pouvons nous dire ce que nous on est obligé d'avoir l'accord de la sœur. Si la sœur nous dit c'est ok pour la crémation, on le fait. Si par contre on n'arrive pas à avoir la sœur et que les amis nous disent non c'est une crémation, dans ce cas-là par respect et par précaution on va faire plutôt une inhumation. Et qui dit inhumation dit toujours qu'on peut refaire une crémation plus tard. Hein. On peut faire une exhumation après faire une crémation. Mais il faut être... C'est pour ça, vous voyez, des fois, il faut faire attention à plein de petites choses comme ça. On peut pas dire oui à tout de suite. Il faut rester très très prudent. Et puis, il y a des recherches des fois. Recherche de famille, recherche de vérité aussi. Voilà. Et puis l'indigence... ça nous est arrivé hein, aussi d'avoir des gens... moi, je me rappelle d'une jeune femme qui avait pas d'argent du tout, très jeune, déjà 4 enfants, dans une mouise à avoir 2 boulots différents pour pouvoir s'en sortir et tout, et son papa était décédé. Et donc du coup, elle avait pas d'argent. Pas du tout. Mais elle travaillait, elle mettait un peu de côté. Et je lui ai dit, vous savez quoi, ce qu'on fait dans ce cas-là, vous n'avez pas d'argent, on va l'enterrer en indigent. Alors là, je vais répondre sûrement à une question que beaucoup de gens se posent. Quand on enterre un indigent, ils n'atterrissent pas dans les ossuaires ou dans la fosse commune, comme on entend souvent. Non. Les indigents, comme toute personne, a des obsèques respectueuses, c'est-à-dire on a le même nombre de porteurs, le chauffeur, une cérémonie s'il faut. Alors c'est une cérémonie un peu écourtée, mais vous avez de plus en plus d'associations maintenant qui se forment, qui font des cérémonies pour les personnes indigentes. Ça c'est génial, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et, bon, ça je trouve c'est vraiment super. Et donc voilà. Et donc les indigents ont les mêmes droits que n'importe qui. Ils sont enterrés comme toute personne, sauf que eux, ils sont enterrés pour 5 ans. Donc après 5 ans, effectivement, on libère la place puisqu'on n'a pas eu de retour de famille, on n'a rien eu. Donc à ce moment-là, oui, là, la personne va partir effectivement dans la fosse commune, dans les ossuaires. Mais il faut attendre 5 ans. Et ce que j'avais dit à cette jeune fille, j'ai dit, écoutez, voilà, vous avez 5 ans après pour mettre assez d'argent pour qu'on puisse faire une exhumation, le mettre dans une vraie tombe et l'enterrer avec un monument et comme vous voulez le faire. Voilà. Et donc, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions sans contourner la loi. L'idée, nous, c'est de respecter la loi, de respecter la personne humaine, aussi bien le défunt que la personne en deuil, et de toujours trouver la voie pour que ce soit le mieux possible. Et dans le respect. Voilà. Dans le respect des lois de notre pays et dans le respect de l'humain. Ça, c'est très important aussi. Quelle est la partie la plus invisible de votre métier ? La plus invisible, il y en a beaucoup, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de parties invisibles parce que mais ça fait partie du job. C'est-à-dire qu'on peut pas tout montrer aux familles. Il faut pas le faire. Il faut pas. Donc déjà, tout ce qu'elles ne voient pas, c'est toutes les démarches qu'on fait nous, administratives, quand on va dans les mairies, dans les états civils pour demander des papiers, tout ça. Ils voient pas tous ces papiers-là. Eux, ils le voient pas. Ils voient pas que quand le défunt arrive dans le cimetière, les gens du cimetière sont là, ils regardent. Bon, normalement, ils ont reçu déjà à l'avance, hein. Mais il y a une vérification de tous les papiers et tout ça. C'est normal. Eux, ils le voient pas. C'est pas leur. Ça, c'est le. Voilà. C'est pas leur. C'est pas pour eux. Et après, ce qu'ils voient pas, ils voient pas tout le reste. Ils voient pas toute la coordination qu'il y a derrière. Par exemple, les planificateurs, ils les connaissent pas. Ils vont voir les chauffeurs, voilà, ils connaissent pas non plus les gens qui préparent les cercueils, ils connaissent pas les thanatopracteurs non plus, ils voient pas le travail magnifique que font les thanatopracteurs. Moi, on est obligé quand on est conseiller funéraire normalement d'assister en fait à des soins, mais c'est d'une beauté. Moi, quand la première fois que j'ai vu ça, ils leur parlent. Il leur parle comme si c'était des êtres vivants. Il leur dit ça va, voilà. Bon, attention là, je vais prendre votre bras. Allez, je vous tourne un petit peu. Allez, regardez ça. Là. Et c'est génial quand ils leur mettent les soins de conservation, qu'ils les frottent, ils leur frottent les mains pour que du coup les plaques de sang puissent se défiger, que la main. C'est un peu comme les effets spéciaux dans les films, c'est-à-dire qu'on a une main effectivement d'une personne décédée avec des taches et elle frotte et avec les fluides qu'elle a injectés dans les artères, d'un coup boum, la main redevient complètement normale, complètement belle. Les oreilles aussi, elle les frotte, voilà, elle les coiffe. Puis après voilà, elle va libérer le ventre qui est gonflé souvent des liquides. Elle va habiller la personne.
Voilà, même dans la façon dont ils vont mettre les cotons dans les orifices pour qu'il n'y ait pas d'écoulement, même la façon dont ils vont fermer la mâchoire avec des fils, tout est précieux, tout est joli, tout est dit avec des mots. Attention, là, je vais faire ça. Il leur parle. Là, je vais mettre l'aiguille, hop, je le fais, voilà. Parce que la personne est décédée, ils n'ont pas besoin de parler, mais il leur parle. Il leur parle, il regarde toujours les noms. C'est ça que j'aime, moi, et c'est ça qui m'a fasciné assez vite. Quand je suis entré dans le monde du funéraire, j'ai dit, mon Dieu, mais quel respect. La beauté du respect de l'humain. Je trouve que c'est ça qui est le plus important. Et puis voilà, puis la façon dont on va habiller la personne, la mettre dans son cercueil, la recoiffer pour qu'elle soit bien, la disposer pour qu'elle soit belle. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très précieuses. Et ça, les gens ne le voient pas, souvent. Effectivement, ils ne voient pas ces petites choses de derrière. Les colères qu'on peut avoir aussi, des gens qui viennent après nous voir, pas forcément les familles, mais des directeurs d'EHPAD. Oui, vous n'avez pas fait ça, voilà, tout ça là. Mais ces choses-là, nous, on doit les cacher aux familles. On doit les préserver de ça. C'est pas voilà, donc tout ce qui est l'envers du décor, tout ce qui se passe en coulisses, on va dire, ça ils doivent pas le voir. Et il faut qu'on les préserve de ça. On n'a pas besoin de leur dire tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu? Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Ça arrive souvent. Des choses qui se passent pas comme prévu. C'est pour ça que je dis, on est souvent quand même dans le monde du vivant, quoi, du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est des fois imprévisible. Par exemple, une personne qui voulait dire un texte. Alors là, je prends le truc basique. Une personne qui voulait dire un texte et qui est trop étouffée par l'émotion, et qui nous regarde les yeux et elle me dit. Donc, soit on vient déjà nous l'aider avec elle, soit d'un seul coup, on comprend que c'est à nous de dire le texte. Donc, il faut le dire avec des respirations, du temps. Il faut que ce soit beau. Il faut pas que ce soit lui. Non. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit présentable. Donc voilà. Puis ça arrive des fois. Ça arrivait. Il y a des choses basiques. Par exemple, des fois, on arrive sur des vieux caveaux qui ont des fois 50 voire un siècle, 50 ans ou un siècle. Et puis d'un seul coup, le cercueil il rentre pas très bien parce que le cercueil il est grand, mais le caveau à l'époque il est petit. Donc, et c'est là, moi, des fois, je vois le travail des porteurs, parce qu'on n'en parle pas assez des porteurs, mais souvent, les porteurs, c'est des gens jeunes. C'est des gens qui cherchent un petit complément de travail. Rarement des gens qui font carrière en tant que porteurs. Souvent, c'est d'ailleurs des gens qui font d'abord porteurs, puis ensuite, ils font de la préparation des cercueils, ou alors après, ils deviennent conseillers funéraires, voilà. Mais moi, des fois, je vois des jeunes, en plus là, on est dans le 93, donc on voit vraiment le jeune, comme les gens se reprennent. Non, moi là, je vois des jeunes qui sont bien habillés et qui font le job et qui descendent avec les cordes, le cercueil. Hop, ça passe pas. Bon, il faut le mettre un peu plus à la verticale pour que ça passe mieux. Enfin, voilà. Et il y a une espèce d'écoute, de coordination, de respect qui vraiment fait du bien. Vraiment. Donc, il y en a plein de choses inattendues. Je dirais même, je crois qu'il n'y a pas un seul cortège qui se passe sans truc inattendu, malheureusement. Parfois, ça se passe très bien. Les papiers sont tous là, tout est fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, ça arrive des fois, les pétales de fleurs, les pétales de fleurs, ils sont pas là, ils sont là. Hop. Voilà, on va courir à droite à gauche. Ils ne nous ont pas vus. Le nombre de cortèges qu'on sauve avec des petites choses, voilà. Et c'est souvent, ça arrive, par exemple, que d'un point, alors on part souvent du point de la fermeture de cercueil, ensuite on passe au point religieux, puis ensuite au cimetière. Et ça arrive que quand on arrive par exemple, à l'église, on se rend compte qu'il y a un truc qui a été oublié. Ça peut arriver, l'erreur est humaine, franchement. Non, le chauffeur, pendant qu'on fait la cérémonie à l'église, hop, il prend le corbillard, il va chercher le truc, il revient avec et tout ça, et voilà. Ça arrive. Parfois, ça arrive. Parfois, on a oublié le chevalet pour poser le cadre, la sono pour l'après, ou alors la sono elle n'était pas chargée, donc hop, faut la charger. Donc tout ça, et il y a des gens qui nous aident. Voilà, il y a des gens des fois qui sont planning. T'en fais pas, j'arrive avec le truc, je te l'amène, voilà. Et c'est pour ça que il y a une cohésion dans le monde du funéraire, parce qu'on travaille tous ensemble. En fait, on travaille tous pour les familles, on travaille vraiment pour. Voilà, on n'est pas en train de dire non, mais là c'est pas mon travail. C'est pas que c'est pas ton travail. C'est arrivé aussi nous qu'on fasse les mises en bière. Des mises en bière qui se font au dernier moment, il y a eu un problème, un machin, où il y a en fait les porteurs de l'autre cortège devaient venir pour faire la mise en bière, mais en fait ils sont retenus parce qu'il y a eu une manifestation. Nous on ferme nos agences, on prend nos téléphones sur nos téléphones portables et on va à la chambre mortuaire, on va faire la mise en bière. C'est à nous de le faire, parce que quand la famille va arriver, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit fait. Voilà, donc on n'est pas en train de dire oui, non, on y va, on y va. Et tout est comme ça. Et c'est pour ça que le conseiller funéraire, il peut être amené à faire des choses. Alors bien sûr, il reste dans son agence à recevoir les familles, mais il n'y a pas que ça. Il peut se retrouver en plein front en train de coller une image, une photo porcelaine sur un monument, parce que la famille nous dit oh là là, s'il vous plaît, dès que vous avez cette photo, mettez-la, parce que pour nous c'est tellement important. Voilà, donc il fait froid, on y va quand même. Hop, on y va. Voilà, on fait plein de choses. On est sur le terrain en même temps sur l'agence, et ça fait partie de notre job, quoi. Vraiment.
Est-ce que vous remarquez dans le cadre de votre job, justement, que les cérémonies évoluent soit dans leur forme, soit dans leur tonalité? Alors, en règle générale, si on veut parler déjà des cortèges, il y a de plus en plus de crémations. Ça, c'est sûr. Il y a de plus en plus de crémations. Pourquoi ? Parce que d'une, ça coûte un peu moins cher. C'est une question d'économie, je pense, parfois. Et aussi parce que, sauf si on la met dans un columbarium, hein, donc c'est-à-dire une petite case, voilà, dans les cimetières. Donc là, on va payer une concession. Il y a le fait que, en passant par la dispersion, on n'a pas toute la concession à acheter derrière. Donc, il y a des gens, des fois, ce poids-là est difficile pour eux financièrement ou même aussi psychologiquement. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter des tombes ou d'acheter des columbariums et de devoir renouveler tous les 10, tous les 30 ans, voilà. Donc, il y a des gens puis il y a des gens aussi qui voulaient des dispersions. Donc, la dispersion des cendres, que ce soit dans un jardin du souvenir ou dans un lieu de nature à l'extérieur, c'est aussi ne pas avoir de lieu où on peut se recueillir. Alors, ça peut être des fois le lieu de la dispersion, mais voilà, c'est plus vague. Mais on voit en tout cas plus de crémations arriver, ça c'est sûr, vraiment. Au niveau des cérémonies, ça dépend. Moi, je trouve que les cérémonies religieuses se maintiennent bien quand même. On voit qu'il y a encore beaucoup d'églises, beaucoup de choses comme ça. Il y en a encore pas mal. Et puis, il y a beaucoup de textes, beaucoup de musique. Et puis, c'est à chaque fois différent. Des fois, on a des gens qui faisaient partie d'un parti politique, comme sont le Parti communiste. Alors, les communistes sont très, très derrière. Quand une personne est décédée, vous avez toute la bande qui arrive. Hein. Vous avez la famille, vous avez la bande de communistes aussi. C'est pareil il y a comme ça aussi des groupes un petit peu identitaires qui sont très forts. Les motards aussi. Ouais, les motards, c'est pareil. Quand il y a un d'entre eux qui décède, ils sont tous là. Il y a des choses comme ça. Il y a des groupes de retraités. Voilà, donc ça arrive aussi dans les EHPAD. Moi aussi, je trouve ça très beau. Là, l'EHPAD de la Seigneurie, qui est un lieu vraiment très, très, très beau. Ils ont 300 lits, hein, c'est énorme. La directrice descend toujours. À chaque fois qu'il y a un défunt, elle vient toujours voir. Elle vient, comme une forme de remerciement de cette personne d'avoir choisi son lieu et d'avoir été là. D'ailleurs, souvent, il y a aussi des couronnes de fleurs que l'EHPAD a prévues pour la personne décédée. Donc, je trouve que ce qui est bien dans le funéraire, c'est que ça laisse en fait la place au fait qu'on a la foi dans l'humain, quoi. On se dit putain, en fait, on n'est pas encore complètement foutu, quoi. Il y a encore des gens qui ont des gestes, qui ont même le silence, même la présence, même le sourire, même les regards. À travers ça, des fois, on se dit waouh, il y a des petits efforts, quoi. Que ce soit l'effort de la directrice d'EHPAD qui vient voir, qui descend dans la chambre mortuaire pour aller voir une dernière fois son adhérente. Tout comme le porteur qui va mettre son petit coup de force sur la corde pour que ça passe bien, parce qu'il faut que ça passe bien sans que ça fasse de bruit, que ce soit vraiment, et que ça se fasse bien. C'est des petits efforts humains partout, tout le temps. La considération, du respect, c'est ça aussi le funéraire. Et c'est ça que je trouve beau, parce qu'en fait, on voit ça tout le temps. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment d'évolution. L'évolution, c'est vraiment la crémation, ça c'est sûr. Et après, l'évolution au niveau des cérémonies en elles-mêmes, non, elle reste, je pense, assez semblable. Des textes, bien sûr le geste d'adieu qui est toujours là, c'est important. Voilà, il y a aussi ce dilemme des fois des familles d'aller ou non à la fermeture du cercueil. Alors des fois on a tendance à leur dire ouais c'est important, puis en même temps vous voyez vous avez des gens comme Christophe Fauré, qui est un psychologue du deuil qui est très très intéressant et qui le dit d'ailleurs, si les familles n'ont vraiment pas envie d'aller aux fermetures du cercueil, il faut pas les forcer non plus. Il faut les écouter. Les gens doivent s'écouter. Et puis le rapport aux défunts, il est différent selon les gens. Vous le voyez sur une fratrie. Hein. Sur une fratrie, il y a des gens qui vont être très 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 pris dans le deuil, puis d'autres ils sont complètement. Alors, attention, hein, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui paraissent des fois complètement en distance, mais ils le sont pas du tout. C'est une façon de se protéger aussi. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est toujours de prendre les choses comme elles viennent, sans être dans le jugement. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. En parlant d'adieu, est-ce que vous remarquez des nouvelles formes quand même de dire au revoir? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, on a de plus en plus maintenant des choses un peu originales qui arrivent, mais pas souvent. Hein. Des lâchers de ballons, par exemple. Ça peut arriver, on peut faire des lâchers de ballons. C'est pour les enfants, les adolescents. Souvent des lâchers de ballons. Il y a de plus en plus aussi les post-it ou les marqueurs qu'on doit donner pour que les gens puissent écrire sur les cercueils. Ça, c'est beaucoup. Ça, les petits-enfants, pour les grands-parents, ils aiment bien. C'est une chose qui se faisait pas du tout avant, qui se fait de plus en plus, je trouve, qui permet aussi aux enfants d'appréhender la mort
parce que c'est important aussi de le faire. Voilà, puis il y a beaucoup de textes. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent dire des textes. Alors, soit des textes qu'on trouve partout. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est vraiment le texte écrit sur mesure pour la personne. Ça, c'est important aussi. Et on nous le demande de plus en plus, parce que des fois, les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent dire comme texte. On dit, il n'y a pas de problème. Notre travail, c'est de le faire, donc on le fait. Voilà. J'avais des questions concernant les demandes. Est-ce qu'il y a des demandes que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas satisfaire? Je dirais comme ça, à prime abord, non. On doit toujours dire oui à peu près à tout, sauf quand ça manque de respect. Voilà. Sauf quand il y a un manque de respect, mais enfin, moi, j'ai jamais vu pour le moment des gens qui ont demandé des choses dans le manque de respect. Mais l'idée, c'est justement de dire rarement non à nos familles, de leur dire au maximum oui, parce que le oui, c'est une libération aussi pour leur deuil. Le non, c'est une porte qui se ferme et c'est quelque part gâcher leur deuil. Donc voilà. Après, quand ils nous disent des choses qui sont pas possibles au niveau de la loi ou au niveau des possibilités, voilà. Mais c'est assez rare. Hein. C'est très. Enfin, par exemple, le cas de je voudrais enterrer mon père là, non, c'est pas possible. Il n'est pas. Voilà, ça on peut pas. Mais après, dans les cérémonies et dans les cortèges, la plupart du temps, on fait vraiment ce que les gens veulent. Ouais. Est-ce qu'il y a une cérémonie qui vous a particulièrement marqué? Les cérémonies d'enfants, je dirais que ça marque toujours. Après, c'est aussi avec des liens perso. Moi, quand c'est des musiques, par exemple, que moi je connais bien aussi ou qui me touchent, voilà, c'est autre chose. Quand c'est un texte qui vous touche, puis des fois c'est juste une personne, c'est un fils, un petit-fils qui a une espèce de fragilité dans la voix, qui a une espèce de beauté à travers cette fragilité quand il dit son texte. Ça, c'est pareil, c'est des choses que vous gardez en mémoire. Et puis, je vous dis, des fois, ça peut être juste au-delà de la cérémonie, c'est parfois un papier avec un indigent, on vous dit pas d'identité, t-shirt vert, chaussettes vertes. Vous dites ah, ok. C'est des choses comme ça. Et des fois, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Des fois, des recherches, des choses qu'on vous a dit, on va pas trouver, puis en fait, on arrive à retrouver la personne, on arrive à retrouver son identité, on arrive à retrouver la famille. Quel plaisir quand on arrive à faire ça. Après que la famille soit contente ou pas, ça c'est autre chose. Mais nous, quand on a fait ça, on est content. Ouais, on est content. Est-ce que ce métier a changé votre rapport à la vie et à la mort? Alors c'est marrant parce que avant de rentrer dans le funéraire, je me suis dit le funéraire va faire grandir un peu mon rapport au surnaturel, à tout ça. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Je dirais que c'est même le contraire. Ça m'a rationalisé beaucoup plus parce que j'ai eu beaucoup de défunts. On voit les défunts, voilà, on en parle de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'on parle des pathologies qui peuvent toucher par exemple les défunts, comme il y a des pathologies, il y a par exemple cette bactérie, alors je trouve pas le nom, bien sûr, mais c'est là une bactérie en fait qui se développe dans les défunts, qui n'a pas besoin d'oxygène. Donc justement, c'est quand il y a plus d'oxygène, et ça va les faire gonfler et leur donner une odeur un peu forte. Et donc voilà, donc c'est des choses très rationnelles comme ça, comment on va les habiller, dans quel cercueil elles vont être installées, tout ça, les textes, comment des fois aussi les défunts peuvent bouger après parce que des fois entre le moment où elles sont décédées, on les a vues la première fois, puis après peut-être 7 jours plus tard où elles ont changé un peu. Donc c'est un rapport très rationnel en fait, pas vraiment surnaturel. Voilà. Après, bien sûr que le surnaturel fait partie du truc. On a tous par exemple, je vais pas citer le lieu parce que c'est pas bien, mais par exemple, il y a un cimetière dans l'autre agence où je travaillais avant, où soi-disant un des gardiens s'était pendu dans la maison du fond du cimetière. Et puis l'autre gardien maintenant qui tient le truc me dit mais vous savez, des fois quand on éteint, il y a de la lumière dans la maison là-bas au fond. Voilà. Bon, ouais, d'accord. On voit, il y a des choses comme ça un peu, et c'est normal parce on flirte avec ça toujours. Bon, les cimetières, c'est pareil, c'est fascinant. Alors, la plupart des gens qui sont dans le funéraire sont ce qu'on appelle des tatophiles. Donc, les tatophiles, c'est les gens qui aiment les tombes et les cimetières. Même avant d'être dans le funéraire, moi, vous pouviez me retrouver les week-ends au Père-Lachaise. J'ai des amis avec qui j'adore me balader au Père-Lachaise, au Montparnasse, au Montmartre, les trois grands de Paris. Voilà, en sachant quand même, et je le dis parce que je suis à Pantin, le plus grand cimetière de France et d'Europe, c'est Pantin parisien. Voilà, en surface, il faut le savoir. C'est le Pantin parisien, donc le cimetière nord de Paris, qui est donc le plus grand d'Europe et de France, mais qui est très beau. Voilà, mais après il a pas le charme pittoresque par exemple du Père-Lachaise, de Montmartre ou de Montparnasse, où il y a des gens aussi plus connus qui sont, même s'il y en a quand même au Pantin parisien. Hein. Mais oui, je trouve que, beaucoup de gens le disent, souvent les cimetières c'est les plus beaux parcs
des villes, parce que parfois il y a des villes qui n'ont pas du tout de parc, mais par contre des fois il y a des arbres, il y a de la végétation dans les cimetières, et puis il y a de la faune aussi dans les cimetières. Les gens ne savent pas, mais par exemple, au Père-Lachaise, il y a des renards, voilà, il y a des petits oiseaux, il y a plein de choses. Enfin, il y a toute une faune et une flore qui est vraiment propre au cimetière, parce que c'est des lieux de vie encore, voilà, sur la pierre. Et puis moi j'adore les cimetières. Les cimetières, c'est des moments d'histoire, c'est des tombes qui ont des histoires, avec des noms qui ont des histoires. Et puis bon, moi qui suis auteur aussi à côté, ça fait aussi travailler l'imaginaire. Donc voilà, et c'est le propre même de notre culture, hein, de l'humain, les histoires, les petites histoires aussi dans les grandes histoires. Voilà, c'est toujours intéressant. Et au-delà de la vie et de la mort, qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne? Je pense le rapport à l'humain, mon rapport à la mort bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai des gens même proches de moi qui ont un défunt, je sais très vite gérer, quoi. Voilà, je suis plus dans l'inconnu. Avant, j'aurais pu dire, oh, je sais pas, fais ça. Maintenant, je leur dis tout de suite, vas-y, fais ça, voilà. Donc, on sait conseiller. Bon, on est conseiller funéraire, donc on sait conseiller tout de suite par rapport à la mort, ça c'est sûr. On peut aider, on peut soutenir plus facilement, on peut très vite dire, ah, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, voilà. Donc, c'est plus ça. Ouais, et puis on a un rapport à la mort. Je dirais pas qu'on est des gardiens de la mort, mais il y a un peu ça dans le conseil funéraire. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette impression que, on vit avec la mort tous les jours, hein. Enfin, je veux dire, on voit des défunts pratiquement toutes les semaines. Donc, notre rapport à la vie, il est différent. Il est très différent. Je veux dire, quand on voit des morts tout le temps, c'est sûrement la même chose d'ailleurs avec les gens qui travaillent dans la santé, dans les hôpitaux, dans les urgences. Ils voient des morts souvent. Alors eux, ils les voient mourir, c'est autre chose. Ils les voient passer du vivant au mort. Même si nous, ça nous arrive aussi avec les gens qui viennent effectivement en amont pour préparer leur mort. Mais c'est la même chose. Le rapport à la vie, à la mort, bien sûr, qui n'est plus du tout le même quand on a des morts toute la journée, tout le temps. Voilà, c'est différent. Mais pas si différent que ça. Pas si différent que ça. Puis après, ça dépend, je pense, aussi des gens, de leur histoire, de leur parcours, de leur sensibilité. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a cette impression qu'on maîtrise plus le rapport à la mort que les autres. Voilà. Et on va un peu plus revenir à Samuel plutôt que le métier. Ouais. À quoi ressemble une journée type pour vous? En tant que conseiller funéraire? Oui. Comme tous les matins, donc je me lève, je fais comme tout le monde, hein, je prends mon petit déj, moi je fais mon yoga, tout ça, voilà, je fais d'autres choses. On arrive à 9h. Donc 9h, c'est l'ouverture des agences. En règle générale, c'est à peu près la même heure partout. Ça peut être 8h30 sur Paris, par exemple. Voilà, on se badge parce qu'on est badgé. Et puis après, on fait tout ce que font plein de gens, c'est-à-dire qu'on va regarder nos mails. C'est la première chose qu'on va faire, voir s'il y a par exemple, s'il y a eu pendant la nuit des urgences de décès qu'il faut qu'on appelle tout de suite. Ah, voilà, on a eu un décès à domicile. Bon, hop, très vite, on appelle madame, monsieur, le défunt est toujours chez vous? Oui. Est-ce que vous voulez? Oui. Bon, voilà, on peut peut-être même des fois y aller. Ça nous arrive. Et puis, chaque jour est différent parce qu'il y a des jours où on va rester toute la journée dans son agence. On répond au téléphone, on reçoit les gens, on répond aux mails, voilà, on gère les dossiers, des fois à distance, on fait les papiers, les machins. Il y a des jours où on va être tout le temps dehors, quoi. Parce qu'il y a peut-être ce jour-là 2 convois, il y a un problème sur un papier, hop, il faut y aller. Ah bah tiens, j'ai reçu des papiers à faire, donc je vais à la mairie pour aller à l'état civil. Je vais au cimetière pour faire telle chose. Je vais à l'EHPAD parce qu'on m'a demandé voilà. Donc c'est aussi un métier qui nous oblige à faire beaucoup de déplacements. Donc ce qui est un peu excitant, c'est que chaque jour ne se ressemble pas. Il est un peu différent à chaque fois. Et puis nous, on a des pauses de midi à 14h et on reprend après de 14h jusqu'à 18h. Voilà. Donc, on est sur des horaires que sont un peu les horaires de tout le monde, hein. Voilà. Et puis, et ça je l'ai pas dit non plus, mais on a aussi le système d'astreinte. Donc les astreintes, on doit tous en faire plusieurs fois par an. Donc les astreintes week-end et les astreintes semaine. Donc là, on a tous un téléphone portable professionnel. Et en fait, si on est d'astreinte week-end, par exemple, on va finir 1 heure plus tôt semaine, pardon, on va finir 1 heure plus tôt, on finit à 17h, de façon à ce qu'on soit chez soi à 18h pour qu'on fasse donc l'astreinte de 18h à 22h. Puis ensuite, c'est l'équipe du 32 qui prend le relais pendant la nuit. Et pour le week-end, pareil, on nous demande de ne pas travailler le vendredi pour pouvoir se reposer. Et on a donc le vendredi soir, le samedi après-midi soir et le dimanche toute la journée de 8h à 20h.
on est en astreinte. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir répondre au téléphone, aux personnes et pouvoir les aiguiller, les aider au mieux. Donc on peut rien faire à ce moment-là, donc on est obligé de rester souvent chez soi. En tout cas, on doit recevoir les appels dans un endroit calme et tout. Donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle les astreintes. C'est répandu dans tous les milieux de toutes les agences funéraires. Et donc, bon, ça c'est de temps en temps, hein, c'est pas souvent, mais voilà, il faut savoir que ça fait partie aussi du conseil funéraire, des fois de faire des astreintes. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore recevoir les appels des gens qui sont dans l'urgence de j'ai un décès chez moi, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a vraiment, on doit dégorger de bienveillance, d'écoute pour dire, alors, ne vous inquiétez pas, on va faire ça. Je vais vous envoyer une équipe, voilà. Il n'y a pas de problème. On fait ça, voilà. Et donc, bon, bah, après, c'est à nous aussi là, on appelle ce qu'on appelle le pôle TSC, donc le pôle de transport sans cercueil. Et puis, on dit, voilà, là, il faut que j'ai une équipe qui aille chercher tel défunt à telle adresse. Et là, c'est pareil. Il faut qu'on ait plein, on va à la pêche aux informations. Le défunt, il est décédé, c'est un rez-de-chaussée, c'est un premier étage. On y accède avec un ascenseur qui peut prendre un brancard ou pas. Parce qu'en fonction de ça, soit on a une seule personne qui vient prendre le défunt. S'il faut passer par les escaliers, il faut 2 porteurs, parce que sinon, voilà, il faut pencher le brancard et tout. Enfin, voilà. Il y a tout ça qu'il faut savoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une grosse part d'expérience. Quand on est débutant, on fait plein de bêtises. C'est normal. On fait plein d'erreurs. Il y a des choses oh, merde, j'ai oublié ça. Donc, on rappelle la famille. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander ça. Voilà. C'est normal. Ça fait partie du job. Puis, au bout d'un moment, bah, tout passe comme ça, quoi. Voilà. Tout se fait facilement. Donc, voilà. Donc, l'astreinte, c'est aussi, tous les conseillers funéraires de toutes les entreprises funéraires le font. Voilà. Quel est votre premier geste ou rituel en arrivant au travail? Souvent, bah, c'est d'allumer l'agence et de mettre de l'encens. Oui, parce que moi, il faut savoir, comme je viens du milieu du bien-être à la base, je viens du yoga, la Ayurveda, tout ça, donc les gens, enfin mes collègues me disent souvent, ils me disent, toi, quand on est dans ton agence, c'est nature et découverte. Voilà, parce qu'il y a toujours un peu d'encens. C'est vrai que ça sent très bon. Bah pour moi, c'est important pour recevoir les familles, donc il y a toujours de l'encens ou un parfum. Des fois, je peux mettre aussi une petite musique de fond, parce que c'est important. Alors moi, je m'aide beaucoup de mes connaissances dans le bien-être. C'est vrai que je sais que la musique, avec une certaine fréquence, va aussi calmer le cerveau. Donc quand des gens arrivent dans un état de deuil, de choc aussi, de mort et tout ça, c'est très important de pouvoir les calmer, de calmer le cerveau et tout. C'est pareil aussi dans mes propos, dans ma voix. Je vais pas parler pareil, je vais parler plus ralenti, plus grave, pour que les gens soient plus tranquilles. Alors, j'en suis pas encore à leur donner des exercices de respiration ou des postures de yoga à faire, mais voilà, en tout cas, j'essaye de mettre un cadre comme ça. Donc, souvent, c'est ça. Je pose le cadre déjà de mon agence, en allumant les lumières, en allumant la télé, parce qu'on a aussi des programmes de vidéos qui passent pour montrer aux gens ce qu'on peut faire, parce que des fois les gens regardent ça, le temps qu'ils attendent, ah, vous pouvez faire ça, ah, on peut faire ça, bah oui, bien sûr. Ça permet d'éveiller des idées aussi pour les gens. Et puis voilà, ouais, le cadre est important pour la réception des gens, des familles. Donc c'est important qu'ils soient reçus dans un cadre où ils disent ah, ça me fait du bien. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent me voir pour des fois juste boire un café ou quoi, parce qu'ils me disent ah, on est bien chez vous, donc voilà. Bon. Voilà. Je confirme, on est vraiment bien dans ouais, mais bon, c'est assez surprenant quand les gens se disent, voilà, ils viennent dans une agence de pompes funèbres pour se relaxer, et voilà. Bon. En même temps, il y a des petites figures en plastique, c'est vrai que le cadre est sympa, voilà. Et vous en avez un tout petit peu parlé, mais qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent votre métier? Alors souvent, les gens, quand on leur dit je travaille dans le funéraire, alors déjà ils disent ah, vous êtes croque-mort. Et ils viennent, et tu croques les pieds. Alors déjà, je leur dis ça c'est une mauvaise information. Le croque-mort, en fait, le croc est un crochet. Donc en fait, à la base, on disait les croque-morts parce que c'était des gens qui mettaient des crochets dans les défunts pour voir s'ils étaient bien morts. Il n'y a jamais eu de personne qui a croqué les pieds des gens. Hein, voilà, ça n'existe pas. Donc pour les gens qui pensent toujours au croque-mort qui croque les pieds des gens, non, c'est quelqu'un qui plante en fait les défunts avec un crochet pour voir s'il y a une réaction. Et c'est comme ça au début qu'on voyait si les gens étaient décédés. Après, on s'est quand même dit que les battements du cœur au niveau c'était bien aussi et la respiration. Donc c'est maintenant comme ça qu'on vérifie si quelqu'un est bien décédé. Mais bon, non, souvent les gens ont toujours l'image. D'ailleurs, c'est pareil avec les agences, parce qu'on a toujours une arrière boutique où il y a tous les dossiers qui sont cachés. Et donc, ils se disent qu'il y a peut-être des morts derrière. Ça arrive souvent. Alors, s'il n'y en a pas, hein, c'est une agence, voilà. Donc, c'est très drôle parce que ça m'a pas traversé ah ouais une seule fois. Bah, souvent, les gens se disent ça parce qu'en fait, ils ont cette image comme on a dans Six Feet Under, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'entrée avec l'espèce de boutique. Et puis derrière, l'endroit où les gens peuvent se recueillir. Et puis encore derrière, souvent les laboratoires où il y a effectivement les thanatopracteurs et tout ça, voilà. Donc ça, c'est un peu l'ancien régime. Quoique il y a des maisons
maisons funéraires traditionnelles qui ont encore ça, en France. Ça arrive encore. Ce sont souvent des petites pompes funèbres familiales. Mais les grands groupes, en fait, on a maintenant vraiment compartimenté les choses. Il y a les agences où on reçoit les familles. Il y a les maisons funéraires avec justement là où reposent les défunts, où là, les tanatopracteurs vont faire les choses. Voilà. Mais on mélange pas tout ça. Donc voilà. Donc c'est souvent ça que les gens ont peur. Enfin, ils ont une peur de c'est toi qui touches les défunts. Voilà. En fait, ils pensent que souvent on est aussi tanatopracteur. Enfin, ils pensent qu'on fait tout. Non, on fait pas tout. On fait pas les soins sur les défunts. C'est pas nous qui les maquillons, ni qui les coiffons, ni qui les habillons, ni qui les lavons. Ça, c'est vraiment un truc. Et sachez que par exemple, les gens qui font ça, les tanatopracteurs, ils ont un bagage de médecine. Ils ont une partie de médecine. Ils font pas 8 ans non plus, mais ils ont une partie de médecine et c'est vraiment un travail qu'il faut vraiment avoir envie de faire parce qu'il y a beaucoup d'études à faire et que c'est voilà et que c'est quand même moi j'adore. Enfin, je trouve que c'est j'aimerais pas, enfin, je pourrais pas le faire. Je pense que je pourrais pas le faire. Mais quand je pense que c'est des gens qui ont à la fois un bagage médical au point de pouvoir justement mettre du formol dans voilà, enlever le sang, tout ça, boucher les trous, fermer la bouche parce qu'on ferme toujours la bouche avec un fil, habiller les gens, tout ça, voilà. Le côté esthétique où ils doivent bien les maquiller parce que pareil, maquiller un mort, faut vraiment trouver la bonne tonalité, non en faire trop pas assez pour que ce soit pas non plus voilà, un maquillage de foire, bien coiffer les gens, parce que des fois il y a aussi vraiment un travail de coiffure, on fait du brushing et tout. Donc je me dis c'est quand même des gens qui ont un bagage mais de malade quoi, vraiment. Donc et alors ça il faut le dire aussi, je le dis au cas où pour les auditeurs qui cherchent un peu leur voix, on recrute dans le funéraire, vraiment, parce que c'est un milieu qui est compliqué parfois pour les âmes sensibles ou quoi, mais c'est un milieu où on apprend plein de choses, où on est vraiment dans l'humain. Et on recherche beaucoup les conseillers funéraires, les maîtres de cérémonie, on en manque toujours un petit peu. Les marbriers, on en manque beaucoup. Les gens qui travaillent la pierre, qui vont faire les monuments, tout ça. Et puis les tanatopracteurs, c'est pareil, ça manque un petit peu. Donc voilà, donc si le funéraire vous intéresse, allez-y, documentez-vous, allez voir. Voilà, n'hésitez pas même pas à aller voir les pompes funèbres, à dire voilà, écoutez, j'ai envie de savoir un peu. Nous, on est toujours là pour accueillir les gens, quoi. Donc si on n'a pas de famille, moi ça m'est arrivé, des gens qui viennent nous poser des questions, on est là pour répondre aux gens, quoi. C'est notre travail de les informer, voilà, pour aussi les rassurer un peu. Voilà. Et justement, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de faire ce métier? De partir sans jugement, parce qu'on a des fois tendance à avoir cette nature de juger un peu les gens. Il faut pas juger les gens. On sait pas, on connaît pas le parcours en fait, les défunts, on veut toujours leur donner un peu, et c'est vrai, on a raison, on veut toujours leur donner une image de personnes comme elles sont décédées, et c'est des bonnes personnes. Mais c'est pas toujours le cas, tout le monde n'est pas bon, Donc, moi, je vois des fois des rapports d'enfants à parents défunts qui sont très, très difficiles, quoi. Et donc, faut pas être dans le jugement. Et il faut pas non plus être dans, alors pareil, il faut pas être dans l'inquisition. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, ça ne nous regarde pas. C'est pas nous. Alors l'inquisition, elle doit quand même être sur qui était cette personne qui est partie. C'était quoi? Quel était ses hobbies? Quelle était sa vie? Et parfois, moi, je trouve que c'est génial parce qu'il y a des gens qui nous parlent de leurs défunts, mais avec de l'amour, qui nous disent vous savez, il aimait ça. Ah, vous savez, elle faisait ça tout le temps. Voilà. Et nous, on se l'imagine et je trouve ça beau. Et c'est ça que j'aime dans le funéraire, c'est qu'on est vraiment dans l'humain. C'est vraiment un travail de l'humain, vraiment. Et de l'accompagnement, et de l'écoute, et de la présence. Donc, ça demande quelque chose comme ça de très sensible. Voilà. En parlant de sensibilité, quel est votre plus beau souvenir dans ce métier? Oh, les familles qui reviennent, là. Justement, les familles qui nous disent merci, qui nous met des avis Google, parce que voilà, on nous demande des avis Google, ça fait partie du monde moderne, donc maintenant il faut avoir des avis Google, mais en même temps on a des avis qui sont super gentils, quand on dit oui, Samuel a fait un travail magnifique dans l'humain, merci beaucoup, et en fait on se rend compte que on a vraiment sublimé un moment pour les gens qui auraient pu être horribles dans leur vie, parce que le deuil c'est facile pour personne, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un, parce que c'est toujours une part de nous qu'on perd en fait. Vraiment. Donc il faut faire le deuil de ça et quand donc du coup les gens nous disent waouh merci parce que voilà ça nous a permis de tourner des pages, de faire des choses parce que c'est une évolution quoi, c'est une transformation le deuil, c'est vraiment ça donc on est dans un processus de transformation pour les gens. Donc il faut les aider au mieux pour que ce cocon il se fasse et que la chrysalide elle se perce et que le papillon sorte derrière et qu'on soit quelqu'un de peut-être de meilleur. Voilà, de pas rester sur une aigreur de il est parti, voilà, non, allez, libérez-vous, il faut se libérer.
Après, on n'est pas non plus des psys, hein, donc voilà, on essaye de faire avec les armes qu'on a nous pour aider au mieux les gens. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'écoute. Mais on est plus dans l'écoute. C'est vrai, on est beaucoup dans l'écoute. Et donc oui, il y a plein de beaux moments parce que les gens reviennent, quoi. Moi, quand une personne me dit est-ce que elle passe, elle me dit je peux venir boire le café vite fait. Bah oui, allez-y, venez. C'est génial, c'est précieux. Et quand on dit que c'est ces gens-là, on les a rencontrés dans un contexte de j'ai perdu quelqu'un dans ma vie. Donc c'est ça qui reste. Et puis bien sûr, il y a des brides de cérémonies, de moments qui nous ont transportés, qu'on a trouvé beaux, où on aurait pu pleurer. Des chansons, des musiques qui nous ont, ou avec la famille qui est là, où on dit, il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, il y a un moment au cimetière où il fait gris, puis on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, bing, les nuages s'ouvrent et bim, je l'ai eu ça, hein, à Pantin. Un pur rayon de soleil, bim, qui tombe pile sur le cercueil. À un moment, il y a une très belle musique, un moment, voilà. Ou un moment aussi où je me rappelle, c'est quand j'ai commencé tout début, stage, on était en plein mois d'août, cagna total, donc on se met sous les arbres, plein de feuilles partout déjà, c'était un peu fin août. Et puis on sait pas pourquoi, d'un seul coup, il y a une prise de parole, un moment de silence, un gros coup de vent, toutes les feuilles sont soulevées. Alors ça, bon, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est des messages, voilà, ça peut l'être. Moi, je crois que tout est possible, il faut tout entendre. Mais c'est beau. En attendant, c'est beau. Et ça reste. Parce qu'on se dit, waouh, c'est un moment de hasard, un coup de vent, d'un rayon de soleil, un machin. Et c'est une espèce de truc qui est beau, quoi. C'est beau. C'est de la poésie humaine à l'état pur, quoi. C'est de la poésie de la vie à l'état pur. Et c'est ça aussi le funéraire. C'est pas juste du truc difficile, du noir, de la peine. Non, c'est aussi l'après. Et à l'inverse, un moment difficile où vous avez douté. Les moments difficiles, c'est les enfants. C'est les enfants. Parce qu'il y a une forme d'injustice, quoi. Donc, et comme on participe aux funérailles, alors je dirais pas qu'on a l'impression de participer à cette injustice, mais oui, il y a quelque chose de ce sens-là, c'est-à-dire qu'on se dit c'est pas normal, quoi. C'est pas logique. C'est dégueulasse, quoi. Ça fait chier, quoi. Vraiment. Alors on le fait parce qu'il faut le faire, et puis surtout on est là pour les familles. Mais je dirais pas qu'on n'a pas envie d'être là, hein, c'est pas ça, mais ouais, il y a un peu de ça, quoi. C'est difficile. Parfois, c'est difficile. Pas toujours, mais parfois, c'est vraiment difficile. Et mais ça, on ne doit pas le laisser paraître. Donc voilà. On fait la famille Adams, on fait le conseil funéraire de marbre là que les gens souvent nous reprochent, parce que c'est ça. Souvent, des gens me disent mais ça te rend pas un peu insensible à force? Je dis non, je crois pas. Moi, je crois que c'est le contraire. Ça me rend de plus en plus sensible. Ça me rend vraiment sensible et éveillé aussi au sens de l'humain, à toute cette poésie des sentiments, de l'écoute, de l'entraide. C'est ça qui est beau aussi, je trouve. Ouais, vraiment. Vous avez utilisé quelques mots clés, notamment famille Adams et croque-mort. Ouais. Quels sont les clichés qui sortent sur le métier? C'est ceux-là. Hein. La famille Adams, c'est vraiment Enfin, les gens pensent qu'on est tout le temps en noir, alors que c'est pas vrai. Hein. Alors, après, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes choses quand on commence à discuter entre nous. Bon, sachez-le, dans le funéraire, il y a beaucoup de gens qui aiment les films d'horreur. Voilà, donc c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui aiment les films de zombies, de machin. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien. C'est vrai qu'il y a aussi, on retrouve aussi beaucoup de gens un peu, je dirais pas dark, parce que bon, on s'habille souvent en noir, mais on voit des fois effectivement des tatouages, du maquillage un peu plus obscur, ça arrive. Mais bon, après ça, c'est aussi à nos managers de nous dire fais attention. Parce que parfois, moi, voilà, j'ai des tatouages sur les bras. Bon, souvent, je mets des chemises quand je reçois des gens pour pas montrer mes tatouages. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont des sensibilités, il faut les comprendre. Souvent, les personnes âgées, les tatouages, ça peut leur faire peur. On nous demande si on a des piercings voyants, nous les enlever. Donc, l'idée, c'est de rester aussi dans une forme de neutralité. C'est notre travail aussi de rester dans une forme de neutralité pour recevoir, pour que les gens soient le plus à l'aise possible. En fait, on n'est pas là pour nous, on est là pour eux. Donc le fait qu'on ait des tatouages, qu'on aime ceci, cela, machin et tout, ça les regarde pas eux. En fait, ça rentre pas dans le game en fait. Eux, ils doivent voir des gens neutres qui les reçoivent avec de la neutralité et qui essayent d'être le plus avenant possible, le plus bienveillant possible. Ne croyez pas que les obsèques et le monde du funéraire, il y a pas de rire, il y a souvent beaucoup de rire. Très libérateur pour les gens et ça arrive et c'est pas forcément nous qui l'incitons, ce sont les familles qui le font. Moi, je sais que je m'oblige aussi un peu à sourire aux gens. Parce que des fois, on est face à des choses qui sont un peu dures, mais en fait, faut sourire. Parce que nous, on est vivants.
et que même si c'est compliqué pour eux, alors on va pas rire bêtement non plus, voilà, enfin je dis pas rire d'ailleurs, on va pas sourire bêtement non plus, mais on est là quand même pour apporter du bien aux gens. Donc on doit quand même avoir un peu de sourire, on doit être un petit peu voilà dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le voilà, sans infantiliser. Ça c'est ce qui est le plus important et le plus ténu, parce que c'est rare, hein, enfin c'est vous voyez, une personne qui fait tomber quelque chose, bon, on va avoir tendance, comme elle est un peu affaiblie, vulnérable, on va dire, bon, on va le ramasser. Vous voyez, donc ça peut être vraiment très, très mince le moment où on est soit dans l'aide, dans la bienveillance, ou dans l'infantilisation. Et ça, c'est très important de pas être dans l'infantilisation de la personne. Parce que certes, elle est vulnérable, mais c'est pas un enfant. Donc ça, c'est important. Il y a rien de plus horrible que d'être de sentir rabaissé parce qu'on se sent infantilisé face à ça. Ça, c'est pas bien. J'imagine. Est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que vous aimeriez préserver? Oui, vous savez, ce qui est intéressant dans le funéraire, c'est que c'est aussi beaucoup de rituels. Alors moi, je viens du milieu du bien-être. Le bien-être, c'est que des rituels aussi. Mais c'est pour ça que souvent les gens, quand je suis passé de prof de yoga, parce que j'ai fait comme ça pendant plus de 15 ans dans des centres de sport, yoga, hype et tout ça à Paris, et quand je dis aux gens que je suis conseiller funéraire, il y a plein de gens qui me font quoi? Ils disent, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Si, je suis conseiller funéraire. Mais ça n'a rien à voir, c'est quoi ce délire? Je dis, mais non, c'est exactement, pour moi, c'est la même chose. Vraiment. C'est-à-dire que c'est des rituels. Dans le yoga, vous avez des rituels, vous avez des placements des mantras, on fait les salutations au soleil avant de faire le reste. Enfin, voilà, et donc il y a des choses qu'on fait dans certains ordres et tout ça. On a les rituels de nettoyage, tout ça. Donc, et c'est pareil. Dans le funéraire, on a des rituels. On a le rituel du nettoyage du corps, on a l'habillage, on fait les choses dans un ordre bien précis. C'est pareil dans une cérémonie, on va faire les choses de façon précise. On va faire d'abord la marche derrière le corbillard, ensuite on arrive à la tombe, la disposition du cercueil, voilà, on finit par le geste d'adieu. Enfin, c'est que des rituels. C'est que de la ritualisation, parce que le rituel, c'est ce qui permet de donner un rythme, de donner en fait et puis de donner un sens aussi aux choses. Et on est dans l'accompagnement aussi. Parce que ne croyez pas que, vous savez, moi c'est ce que je dis souvent aussi, alors je déborde un petit peu, mais le milieu du bien-être, je dis toujours, le milieu du bien-être attire toujours les gens qui sont dans le mal-être. Et le nombre de fois où j'ai des personnes qui, après une séance de yoga, de respiration, ça m'ont dit, vous savez, ça fait 3 ans que je fais ça avec vous, et en fait, je dois vous le dire, j'ai eu un cancer, j'ai eu des chimios, des machins, tout ça. Moi, je l'ai jamais vu, parce que les gens cachent bien les choses. Et aujourd'hui, je suis en rémission. Et merci parce que, en fait, ce que vous avez fait, les respirations, le yoga de ça, moi, ça m'a aidé. Ça m'a poussé, ça m'a tiré vers le haut, et ça m'a vraiment aidé pendant ce chemin-là. Et j'ai exactement les mêmes retours sur des gens qui me disent merci pour votre accompagnement, votre présence, votre bienveillance pendant ce moment qui était difficile pour moi. Merci beaucoup. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est de l'accompagnement bienveillant sur des gens qui sont vulnérables. Et c'est pas parce que les gens sont pas dans le deuil qu'ils sont pas vulnérables. Aujourd'hui, le monde est tellement difficile que y a des gens qui ont des maladies lourdes, des maladies chroniques, qui se battent contre ça. Il y a des gens qui ont des rapports conflictuels familiaux. Il y a des gens qui ont été quittés. Il y a des gens qui ont. Donc il y a plein de choses qui font qu'on est vulnérable dans la vie. Donc la vulnérabilité du deuil, elle est aussi forte que la vulnérabilité d'avoir été lâché par son compagnon de vie qu'on aimait plus que tout et qui me dit bah non c'est fini, on divorce, on arrête, voilà. Que d'autres choses, que la maladie, que de perdre un travail, que d'être aussi dans une pauvreté sociale aussi, ça arrive, la solitude aussi, des gens qui sont seuls vraiment dans ces vies urbaines, voilà. Donc cette vulnérabilité, elle est partout, elle est tout le temps, elle est fluctuante et je crois que la meilleure façon d'y répondre, c'est d'être présent, de dire tu n'es pas tout seul, je suis là, je te regarde, je t'écoute, je considère ta douleur. Et plutôt que d'essayer d'être dans cette espèce de bêtise de dire bah tiens tu pleures, moi je vais pleurer avec toi. Non, ok tu pleures, vas-y pleure, ça fait du bien. Et puis après voilà, on va passer à autre chose parce que la vie elle est là quoi. Puis la vie elle est belle aussi. Donc voilà, c'est une poésie de la vie. Vraiment le funéraire c'est vraiment rendre hommage à la poésie de l'humain et de la vie et de la mort parce que ça fait partie de la vie la mort. C'est une continuité. Mais justement, en parlant de poésie, si votre métier était une image, laquelle ce serait? Alors, la poésie, l'image... je sais pas, il y a plein d'images très différentes. Peut-être, allez, on va prendre l'image du cimetière, parce que c'est basique, voilà, mais peut-être un cimetière avec, les arbres, la verdure qui est dedans, cette vie, en fait, qui est là.
avec ces pierres-là qui sont stoïques, qui sont là, et puis peut-être un petit rayon de soleil dessus, quoi. Voilà, un truc comme ça, je trouve que c'est bien, ça dit des choses. Après, les cimetières, ça dit beaucoup de choses, hein. C'est très beau, un cimetière, hein. Enfin, il y a plein de livres, hein, sur les cimetières, parce que les cimetières, c'est pas anodin, quoi. Voilà, puis c'est un peu, bon, sauf pour les gens qui font des dispersions en crémation, mais c'est un peu, là, tout le monde va finir, quoi. Donc voilà, mais non, ouais, c'est vrai que le problématique, c'est ça, c'est que le funéraire, c'est tellement multiple que ça peut être résumé à un cimetière, mais ça peut être résumé aussi à une main, à des mains qui se prennent, vous voyez, des familles qui se soutiennent, une main sur une épaule, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses belles, en tout cas. En tout cas, c'est beau, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est très beau, l'image du cimetière, tout là. Comment voyez-vous l'avenir de ce métier dans 20 ans? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, nous, on a un peu peur, nous les conseillers funéraires, qu'un jour, parce que ça pourrait arriver, déjà l'IA. Que l'IA arrive partout. Alors l'IA, on peut faire des choses très belles, on peut effectivement, d'après une photo de défunt, faire une vidéo qui bouge, quelque chose qui est bien. Donc ça peut accompagner une cérémonie. Nous, on le fait de plus en plus. On a le e-souvenir, on fait ça, on met des photos, des vidéos, voilà. Bon, il y a un truc qu'on fait avec l'e-souvenir, je suis pas trop pour, c'est de faire aussi des textes. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas écrire des textes, donc on met des mots-clés de la personne et ça nous génère aussi des textes comme ça. Alors plus on met de mots-clés, plus bien sûr ça fait un texte spécifique à la personne. Mais bon, moi j'aime écrire les textes, donc moi je suis un auteur, donc pour moi ça va pas. Mais c'est un peu ça qui moi pourrait me faire peur, c'est que en fait d'un seul coup on remplace des agences par des bornes. Vous voyez, des bornes toutes simples, on arrive devant une borne, bon alors je vais faire un enterrement, alors vous voulez faire quoi? Une crémation, une inhumation, boum, boum, allez, tel parcours. Vous voulez une église, vous voulez pas une église, hop, hop, boum, boum, hop. C'est ça qui me ferait un peu peur. Donc s'il y avait un avenir négatif, ça serait celui-à-là, je pense. C'est-à-dire de remplacer l'humain par de la machine, parce que ça se fait un peu partout malheureusement, on le voit bien avec nous. Moi je me rappelle, hein, quand on nous a dit les automates dans les supermarchés, ça va remplacer les caissières, le nombre de personnes qui disent, mais non, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, je crois que personne n'a rien à redire de ces caisses automatiques sur lesquelles on badge, c'est-à-dire qu'on fait le travail des caissières, on badge nos petits trucs, on met dans le truc de pèse-personne, hop, et aujourd'hui c'est plus du tout critiqué, donc l'évolution des mentalités a fait que de toute façon on accepte des choses demain qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Donc on verra comment ça se fait, comment ça se passe. Il y a aussi le fait qu'on se posait la question sur les cimetières. Les cimetières sont de plus en plus pris, ils sont donc du coup de plus en plus chers. La vie est de plus en plus chère, donc du coup les gens vont de plus en plus faire des crémations. Donc qu'est-ce qui va se passer, ça on verra. Par contre, il y a un truc qui est génial, qui est nous en train de se passer et qui est dans un futur proche et qui est très positif. C'est ce qu'on est en train de développer, en tout cas au sein d'OGF. Par exemple, les urnes, on a des urnes très différentes, mais on a des urnes qui sont faites en champignons, qu'on va mettre dans la terre et qui vont se dissoudre dans la terre. Et il y en a une d'ailleurs où il y a un trou pour mettre je vais pas dire un pépin, mais une graine dans lequel donc du coup un arbre peut pousser. Donc ça, c'est de plus en plus demandé. On a aussi maintenant des monuments végétalisés, donc des monuments avec des entourages en bois ou en métal, dans lesquels on va pouvoir faire des petits jardins. Donc ça, c'est pareil, c'est génial parce que c'est vraiment une demande des familles de végétaliser beaucoup plus. Et puis c'est d'ailleurs très bien. De toute façon, c'est très écolo. Au GF, PFG, là-dessus, il y a vraiment un rapport à l'écologie qui est quand même pas dégueu, contrairement à beaucoup de nos concurrents. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est vachement bien. Parce que c'est bête, hein, mais des petits arbres sur les tombes, c'est aussi quelque chose qui va faire du bien au CO2. Et c'est ce qui en fait de plus en plus. Ah oui, j'en ai pas parlé aussi, parce que je vous parlais de tous les métiers du funéraire, mais on a aussi En Sa Mémoire, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, qui fait le nettoyage des tombes et le refleurissement des tombes. Ouais, ça, c'est aussi un autre boulot dans le milieu du funéraire. Ouais, en fait, c'est presque infini le nombre de personnes qui travaillent sur le funéraire. Mais vraiment, hein. Et c'est vrai que quand on met bout à bout tous ces jobs différents, c'est ce que je dis aux gens. Quand les gens me disent « Oh, c'est cher, 5 000 euros », je dis « Mais vous avez 50 personnes qui travaillent sur votre cortège. C'est 100 euros par tête. » 100 euros par tête, en plus, 100 euros, sur ces 100 euros, il y a une partie qui part à l'État, hein, bien sûr. Donc voilà, donc non, c'est pas beaucoup, en fait. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de tempérer les choses comme ça. Puis j'essaie de tempérer aussi sur le fait qu'il y a 2 siècles, c'était l'Église, hein, qui avait la main sur le funéraire. Alors, ça a été retiré il y a 2 siècles. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que PFG, OGF a des droits, on a des ce qu'on appelle par exemple le CIFUREP, qui est un droit qui est donné par l'État, qui permet aux gens d'avoir des funérailles un peu moins chères, parce qu'en fait PFG OGF est le descendant direct justement des pompes funèbres il y a 2 siècles, quand on a créé les pompes funèbres.
Et donc voilà, donc il y a ce rapport à l'écologie qui est très intéressant dans nos urnes, dans nos monuments. Donc ça, pour le futur à venir, ça aussi un truc qui est très très bien. Et puis après, bon, il y a un truc dont on parle beaucoup, mais qui pour le moment n'est toujours pas possible en France, c'est la destruction par l'eau avec des matières acides pour pouvoir dissoudre le corps. Plutôt que de le brûler, on va le dissoudre avec de l'eau saumâtre et plutôt acide pour que ça dissout vraiment le corps. Donc ça devrait être mis en place, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Il y a aussi beaucoup d'envie de faire des cercueils un peu plus différents. Mais là, pareil, il faut rester dans la loi. Donc, par exemple, si on veut un truc en osier, est-ce qu'on voit beaucoup de gens veulent un espèce de panier en osier, le panier en osier, il est possible que si à l'intérieur, il y a déjà un autre cercueil, parce que le panier en osier ne servira pas de choses hermétiques. Hein, si vous avez une personne qui a, par exemple, une maladie respiratoire, style pneumopathie ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'un défunt, même quand il est décédé, il y a des gaz qui sortent de lui. Hein. Et donc, ces gaz, ils vont transporter, par exemple, des pathologies qui viennent des poumons. Donc, par exemple, pendant le Covid, c'est pour ça qu'on voulait pas de cérémonie, on voulait rien, fallait mettre au plus vite les gens en cercueil, parce qu'il y avait un risque de contamination par les défunts. Un défunt n'est pas non contaminant, ça il faut le savoir. Alors la plupart du temps, si quand même, quand le médecin a reconnu qu'il n'y avait aucune pathologie possible, mais des fois ça peut arriver. Et donc du coup, oui, il faudra rester dans cette législation-là, parce qu'on peut pas mettre les gens dans un panier d'osier, quoi. Même si on trouve que c'est très beau, c'est pas possible, parce que l'osier, il y a des petits trous dedans, ça fait passer les choses, donc c'est pas possible. Donc voilà, il va falloir trouver en fait ce compromis entre la législation et puis le beau, l'écologique, ce vers quoi on veut aller et qui est tout à fait louable. Hein. Donc il y a ça qui arrive, en tout cas nous, c'est déjà aujourd'hui, parce que l'urne dont je vous parle en champignon, par exemple, elle existe déjà. On a des urnes aussi qui se dissouent dans l'eau. Hein, donc les gens qui veulent faire ça dans la mer, par exemple, avec c'est des argiles qui se dissouent, donc ça va se dissoudre dans l'eau et donc ça va être totalement écologique. C'est vraiment, je pense que c'est ça, vraiment le futur, on va dire positif du funéraire, ça va être le côté écologique qui va arriver, qui se développe vraiment de plus en plus, qui se confronte un petit peu à la loi française parfois, malheureusement, mais voilà, il y a des choses qui commencent un peu à changer, à bouger, donc ça c'est vraiment vraiment bien. Voilà, et puis l'esthétique est déjà là. Vous savez, il y a quelques temps, on n'avait pas de cercueil blanc ou rose comme on peut en voir aujourd'hui. On avait des cercueils classiques en bois, voilà. Pareil, il faut savoir que nous, on a les cercueils Milos qui ont des teintes non toxiques parce que ce sont des cercueils qui sont faits pour la crémation. Donc là, pareil, OGF se dit non, on va arrêter les vernis chimiques. C'est pas la peine de rajouter justement de la pollution à la pollution. Donc on va déjà enlever les vernis chimiques. Donc ça, c'est aussi une très très bonne chose. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que je suis dans cette entreprise, c'est parce que je vois quand même des consciences de l'écologie qui ne sont pas partout. Hein. Ne serait-ce que de faire du. Alors, ça a un coût. C'est pour ça que des fois les gens disent mais vous êtes un peu plus sur ça. Oui, c'est normal. On fait du Made in France. Donc au bout d'un moment, voilà. Si vous voulez effectivement avoir des cercueils qui viennent de on ne sait où, fait par je ne sais qui, parce que moi honnêtement j'ai pas du tout envie d'enterrer une personne dans un truc made in China par des manufactures ou des enfants, ça m'intéresse pas. Donc je préfère savoir que c'est effectivement des Français qui ont un salaire, qui font les cercueils, qui font tout de bout en bout. Et voilà, c'est pour ça que là il y a des nouvelles urnes qui arrivent qui sont très bien. On a aussi des urnes avec des bougies pour que les gens emmènent la bougie chez eux. Il y a même des urnes avec des pierres dedans précieuses qu'on peut mettre en bijoux. C'est-à-dire que voilà, les gens vont pouvoir retirer la petite pierre bleue et la mettre soit en bague, soit en collier et la garder avec eux pendant que on va l'inhumer, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être innovantes et qui sont très intéressantes pour faire aussi le lien du défunt avec la personne quand elle veut garder quelque chose de cette personne-là. Parce que vous savez que c'est interdit, hein, on peut pas, alors les gens qui me disent oui, j'ai vu sur Amazon, on peut avoir une petite feuille dans laquelle on peut mettre les cendres. Alors je dis oui, ça c'est pour les animaux, parce que normalement vous ne pouvez pas prendre les cendres d'une personne crématisée. Hein. Il faut savoir que une personne même crématisée, ça reste un corps. On ne peut pas couper les cendres en deux. C'est comme si on coupait un corps en deux, c'est interdit par la loi. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, parce qu'il y a des gens qui le font quand même, et voilà, après c'est eux qui voient. Mais normalement, on n'a pas le droit de prendre des cendres pour les mettre en collier ou je ne sais quoi. Normalement, ça c'est interdit. Après, il y a des gens qui le font quand même, mais voilà. Mais nous, on essaie de parer à ça, justement, avec, vous voyez, des bijoux qui seraient donc, par exemple, sur l'urne et qu'on peut prendre et qu'on peut garder après sur soi. Voilà, il y a le cœur éternel aussi, qui est un cœur, en fait, en argile. Et en fait, on va prendre des fois les empreintes de la personne défunte. On peut faire des moulages aussi. Alors ça arrive qu'on fasse des moulages de main, des choses comme ça. C'est moins demandé. Mais par exemple, les cœurs éternels, les gens veulent garder juste l'empreinte de la personne défunte. C'est des choses comme ça qu'on peut faire. Donc ça se fait de plus en plus. Donc vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dans une ligne écologique et aussi dans une ligne j'essaye de garder quelque chose de mon défunt avec moi pour passer au mieux mon deuil. Et ça se développe de plus en plus. Et donc là-dessus, ils sont en train d'innover plein de choses. Et ça, c'est intéressant.
Et quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? En plus du fait que vous étiez la personne sympa avec qui on passait pour prendre le café. J'espère surtout que les gens, ils ont trouvé... Alors, je crois qu'on se remet jamais d'un deuil. Je pense qu'un deuil, on vit toute sa vie avec, quel qu'il soit. Parce que souvent les gens ils pensent que le deuil, c'est un moment, c'est une période qui s'ouvre et qui se ferme. Je crois que non, le deuil ne se ferme jamais. Comme je dis souvent, on porte toujours les morts en soi. On porte nos morts avec nous, toujours. On les porte. Alors le mieux, c'est de les porter dans son cœur que de les porter sur ses épaules. Voilà. Donc c'est peut-être ça, ce que je souhaite, c'est je me dire que j'ai accompagné des gens et que ces gens-là maintenant vivent au mieux leur deuil. Cet après moment-là, parce que c'est un moment qui reste décisif. C'est un moment qui reste imprégné dans les vies des gens. Moi, je sais que je repense souvent à la mort de mon père. Je crois que tous les gens qui ont un parent qui est décédé, je pense aussi beaucoup à la mort de mon chat. Et ça, c'est pareil. Alors ça, c'est une autre chose qui est en train de se développer, parce qu'on me parlait du futur du funéraire. On commence de plus en plus aussi à faire des choses pour les animaux. Là, par exemple, on a un cimetière spécial pour les animaux vers, je crois que c'est Asnières ou Vitry, je ne sais plus. Non, c'est Asnières, je crois. Vitry, c'est le cimetière complètement éco-responsable, donc sans fer, sans pierre, tout ça, où les gens sont dans la terre et il y a que des croix en bois, par exemple. Voilà, Asnières, donc c'est le cimetière pour les animaux. Et on commence de plus en plus à aller là-dedans. Pas que ce soit un business, parce que c'est là encore, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font très mal leur deuil avec leurs animaux. Pourquoi? Parce que les vétos les prennent, les mettent dans un four et les crament et basta. Et c'est très violent. Et puis ils ont pas le temps. Enfin, faut comprendre, les vétérinaires, c'est pas leur travail non plus de faire des rites funéraires pour les gens. Voilà, c'est pas leur voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, on le voit. Perdre un animal de compagnie, c'est perdre un enfant. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé 15 ou 20 ans de votre vie, que vous êtes occupé de lui, vous l'avez nourri, vous l'avez soigné. C'est votre enfant, quoi. Et moi, j'entends des fois même des gens me dire, et je le comprends, je suis désolé, mais moi, j'ai eu plus de peine pour mon chat ou mon chien que pour mon père ou ma mère, quoi. Et c'est pas un scandale de dire ça, parce que le père ou la mère, même si on y est très attaché, il est normal, c'est dans le sens terrible de dire les choses, mais c'est normal que nos ascendants partent avant nous. C'est moins normal que ce soit nos descendants. Mais nos ascendants, que ce soit nos grands-parents ou nos parents, même s'ils partent toujours trop tôt pour nous, à un moment, ils doivent partir avant nous. C'est normal. Par contre, effectivement, alors même si on sait qu'un animal ne vit que 15 ou 20 ans, qu'on se dit, bon, et c'est moins normal de perdre son animal de compagnie. Donc, oui, il y a des gens qui vivent très mal ça, parce qu'en fait, on fait pas ce qu'il faut pour. Donc, je pense que c'est pas idiot que le monde du funéraire s'en empare. Pas pour faire de l'argent, parce que d'ailleurs, on a un peu budgété, c'est vraiment sur des centaines d'euros. Donc, quand on voit ce que nous prennent aussi les vétos pour les crémations, c'est à peu près la même chose. On n'est pas très loin. Mais je pense que c'est aussi pour aller jusqu'au bout du deuil, parce que c'est notre travail, c'est de s'occuper du deuil des gens, et que qu'ils soient au mieux, parce que un deuil qui a bien été fait, c'est quelqu'un aussi derrière qui est plus stable dans sa tête, au niveau de ses émotions, et qui peut être aussi mieux préparé à vivre dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça aussi le deuil. Donc vous voyez, dans le futur du funéraire, il y a plein de choses qui peuvent arriver, plein de choses. Et puis je vous dis donc, plein de gens attendent l'humidification. On va peut-être enterrer les gens même sans cercueil. Bon, ça pour le moment c'est pas possible encore au niveau de la loi. Mais on verra. Il y a sûrement plein de choses qui vont évoluer. Et pour terminer, on va parler du futur. Est-ce que moi aussi je peux passer pour prendre le café un jour? Oui, bien sûr, quand vous voulez, mais n'importe qui. Vous venez à Pantin. Voilà. Alors, il y a aussi le fait que je suis plus ou moins développé aussi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose. Alors moi, je suis gay, donc ça m'intéresse beaucoup aussi de sensibiliser le deuil sur la question LGBT, et surtout pour les T, donc pour les personnes justement qui sont transgenres, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent être enterrées avec leur vraie identité, qui est leur identité de genre qu'ils ont choisi, qui est le leur d'ailleurs à l'intérieur d'eux depuis le début. Et malheureusement, on a beaucoup de familles qui vont enterrer les personnes avec leur chemnel, donc leur naissance et tout ça. Donc je sensibilise vachement les gens maintenant à, s'ils le veulent, ils viennent à Pantin, parce qu'en plus on a une super association queer à Pantin, et n'hésitez pas à venir, à poser des questions, à venir à Pantin, à l'agence de Pantin. On sera toujours là aussi pour vous accueillir, les LGBT, si vous avez besoin de questions sur le deuil, parce que c'est très particulier, vous savez, quand on n'est pas en bien avec sa famille. C'est le cas malheureusement de beaucoup de LGBT qui sont pas en accord avec leur famille, et dis-moi, si demain je pars, et moi je l'ai vu, des familles qui récupèrent leur enfant en coupant tout ce qu'il faut avec leur conjoint, avec ceci, ça c'est très très violent, et malheureusement ça existe encore, et malheureusement je crois que ça va exister encore longtemps. Donc voilà, sachez que justement avec les contrats obsèques, vous pouvez avoir des droits, vous pouvez les faire, vous pouvez mettre vos volontés en avant,
Et ça, c'est important aussi de le faire, de le dire. Vous voyez, dans le futur aussi du funéraire, c'est ça que je voudrais. Qu'on ait plus de droits aux minorités, aussi pour qu'ils puissent aussi être plus calmes en disant, voilà, si je pars demain, j'ai fait ce qu'il faut pour qu'on me respecte jusqu'au bout et même après. Et ça, c'est important. Parfait. C'est le mot de la fin, ça. Hein. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.